Salut tout le monde, bienvenue sur un nouvel épisode de QLS. J'espère que ça va, je suis avec mon gars Brad. Je suis fatigué. T'as passé une bonne journée? Ouais, je passe une bonne journée, mais je suis fatigué. Une meilleure journée que moi. Oui, je me suis pas fait croquer par un chien. Ah, ouais, c'est la vie, hein. C'est les risques du métier, que veux-tu? Après-midi aux urgences, c'était pas ce qu'on avait prévu. Bon dimanche. Mais on est là pour débriefer parce qu'en plus cette semaine, j'ai quand même plusieurs personnes, je pense toi aussi, qui ont dit ouais, j'attends ton débrief, nanana et tout. Ouais. Du coup, à ces personnes-là, vous m'avez niqué le match de l'année. Toi, as compris. Non. Parce que Crary, je m'attendais à ce que ce soit un match de ouf, alors que du coup, j'ai pas savouré pareil, tu vois. Mais moi, on m'a dit, t'as vu le Real? J'ai dit non. Alors, moi, je savais déjà, il y avait une double prolongue. Ah, moi, je savais pas. Je savais pas, mais on m'a dit ouais, match de ouf, nanana. Je clique sur le truc, je vois il y a écrit 3h30, je me dis ok, il y a au moins double prolongue. Du coup, j'étais pas dans le. Ah, Tu sais, c'est dur d'apprécier pareil. je peux comprendre. Enfin, Moi, bref. moi, je savais pas. Moi, on m'a dit, t'as vu le Real? J'ai dit non. Après, j'ai dit, me spoilez pas, j'ai pas vu. Du coup, on m'a pas spoilé. Du coup, on va en parler. Yes. On va parler des clubs français. Hein? Tu vas pomper mon dard. Non. Parce que l'Asvel est plus fort que Kaunas. Harcèlement sexuel devant la caméra? Ok. L'Asvel est plus fort que Kaunas. Bref, ok, bon, on va rentrer dans le vif du sujet parce qu'en plus, t'as une grosse semaine donc on va pas te retenir longtemps. Peut-être tu vas te faire croquer en descendant en plus. Donc on est parti sur les clubs français, c'est parti. Ah, les clubs français, tu veux commencer sur qui? On peut commencer sur la selle. Allez, On peut commencer sur l'Asvel. Parce qu'après, il y aura des choses à dire sur Monaco. On Sur peut- l'Asvel, il y a des choses à Il y dire a des aussi. choses à dire. Alors la première chose à dire, c'est que Pozzecco a été bye-bye, a été viré. Ils en parlaient pendant la semaine et tout. C'est vrai que sur le deuxième match, on avait l'impression qu'il coachait encore moins que d'habitude. Enfin, c'est un peu dur de dire ça parce que moi je trouve que quand même, il a fait du bon boulot avec ce qu'il avait à l'Asvel. Nando De Colo a été beaucoup blessé. En tout cas, on a quand même vu la différence entre quand Pozzecco était coach et quand TJ Parker était coach en Euroleague. Je regarde pas la Pro A, donc je sais pas. Mais en Euroleague, on a vu la différence. Déjà, ils ont gagné 3 matchs. Déjà, c'est la Jeep Elite, merci. Et non, mais oui, non, après, En plus, oui. il y a Betclic Elite. La bête Donc, cliquée, tu tiens. vois. Dire des conneries. Mais oui, oui. En fait, j'ai un peu du mal dans le sens où on va parler de Euroleague parce que c'est ce qu'on regarde. Moi, je pense qu'il a apporté des choses. Le fait que le jeu se base beaucoup plus sur Chelsea et sur Youssouf Afal dans l'attaque, ça, je suis d'accord. On a trouvé Et Geoffrey Lauvergne. et Geoffrey Lauvergne, bien entendu, on a trouvé un secteur intérieur qui était beaucoup plus recherché dans les attaques. Youssouf Afal touchait beaucoup plus de ballons, beaucoup plus en confiance. Même on disait, attends, on a un nouveau Youssouf Afal, il perd moins de ballons. Et ça, c'était super intéressant. Mais en même temps, je suis mitigé parce que en Euroleague, tu peux pas jouer à 7, c'est pas possible, c'est impossible. Les top équipes, et pour le coup, quand on regarde les matchs, même les commentateurs, que ce soit Ali Traoré, Stephen Brun, Il était énervé. J'avoue, Ali Traoré était énervé comme pas possible, mais quand on regarde les matchs, ils le disent, même les meilleures équipes, ils ont 8, 9, 10, 11, 12. Souvent, on rigole du Real, on dit, ah, mais lui, mais s'il joue dans une autre équipe, c'est le franchise player, mais c'est vrai en fait. Ils ont 12 joueurs, 14 joueurs qui peuvent jouer, parfois qui vont avoir moins de minutes, mais qui peuvent jouer. Et là, l'Asvel, il joue à 7. Ouais, je dirais pas qu'il joue à 7 parce que bon, quand il n'y a pas Nando De Colo, c'est vrai que ça enlève une rotation. Après, le problème aussi, c'est que la plupart des joueurs importants de l'Asvel, ils ont plus de 30 ans. Ouais. David Laïti, il a 36, je crois, un truc comme ça. De Colo, c'est pareil. Geoffrey Lauvergne, il a 32. Mike Scott, il a 35. Et c'est des joueurs qui jouent beaucoup de minutes. Et donc, c'est ce que Ali Traoré disait. De toute façon, c'est un peu frustrant de ne pas voir Boris Dalot qui avait fait une super saison Voilà. derrière. Ou Romain Molina aussi, il le disait aussi. Oui, mais... Allez voir la vidéo si vous n'avez pas vu, c'est très intéressant sur l'Asvel. Yakov, moi je le connais pas, donc c'est vrai que les rentrées qu'il a fait, ça n'a pas été hyper convaincant, mais en même temps, un jeune meneur, tu le mets dans cette situation-là, comment tu veux il joue jamais, tu le mets 2 minutes sur une fin de quart-temps, tu peux pas t'attendre non plus à ce qu'il fasse des miracles. Et d'autant plus, on va pas se mentir, on va être très honnête, l'Asvel... Ils étaient derniers d'Euroleague. Exactement. Qu'est-ce que t'as à perdre? Exactement ce que j'allais dire. Tu n'as rien à perdre. Au bout d'un moment, que tu mettes Yakov, qu'il fasse 8 paires de balles, c'est pas ce qu'il fait, hein, mais qu'il en fasse 8, c'est pas comme si l'Asvel était numéro 1 et qu'ils allaient perdre leur place. Ils sont déjà derniers. Ils sont avant-derniers. Avant-dernier, pardon. Berlin qui est dernier, avec le même bilan. Donc au bout d'un moment, tente des choses, tu vois, mets des choses en place. Quand il faisait des rotations, à un moment, il mettait Chelsea en meneur de jeu. C'est pas son rôle de mener la balle, de le fatiguer, etc. derrière. C'est pas son rôle. Et je suis désolé, moi, ça me dérange. Alors oui, Yakov, il va pas t'apporter quelque chose d'énorme. En tout cas, on connaît pas assez pour voir ses qualités. Moi, tu vois, il y a un joueur lancer. qu'on avait vu en début de saison avec TJ Parker, c'était Mba Ndiaye. Que je trouvais hyper intéressant dans l'aspect défensif, qui avait des grosses qualités athlétiques, une grosse envergure. Il a jamais joué avec Pozzecco.
Ils jouent pas avec Podzeko. Ils ont, comment ça s'appelle, Frank Jackson. Faire jouer David Lighty, même si David Lighty, voilà, c'est un bon joueur. Mais oui, c'est un bon joueur, mais il est fatigué. Il faut qu'il aille se reposer. Frank Jackson, ils l'ont évacué. Boris Diallo, Boris Diallo, il joue pas. T'as un grand meneur pareil qui joue pas, il est sur le banc. Enfin, un exemple, moi, de quelque chose que j'aime beaucoup, c'est Dwayne Jackson. Tu vois Et Dwayne Jackson, il vient, il joue pas 35 minutes, hein. Il vient, des fois il joue 5, 10 minutes. Mais quand il a eu ses minutes, il produit, il se casse le cul en défense, il donne ce qu'il veut. Après c'est pareil, Dwayne Jackson, il a quoi? Il a 34 piges. Oui, non, mais il défend comme un mec de 22 ans, tu vois. Mais je suis d'accord, mais ce que je veux te dire, c'est que t'as un joueur qui... on parle d'un ancien meilleur marqueur de proie. Mais non, on parle d'un joueur, il se casse le cul en défense, franchement, il fait les efforts, etc. et tout. Bah, je pense que tu pouvais faire la même chose avec Boris Diallo. Quand t'as besoin de faire... Là, t'as Nando qui est sur le côté. Quand t'as besoin de faire souffler Paris Lee, bah, tu peux mettre Boris Diallo, lui donner 5-10 minutes, voir ce que ça donne. Sûr. Tenter des choses. Il a même pas joué. Il a joué c'est quoi, 30 secondes, je crois, sur une fin de match. C'est bon. Enfin, pas sur une fin de match, une fin de carton. Enfin, bref, c'était énorme. Malgré tout, l'Asvel qui prend quand même un match cette semaine, qui gagne première victoire à domicile de la saison. Depuis 16 rencontres, ils n'avaient pas gagné à domicile. Depuis le début de saison, ils n'ont pas gagné à domicile. Non, mais même depuis janvier de l'année dernière. Ouais, ok. Bah oui, c'est sur 17 défaites d'affilée, donc voilà. Ils ont fait quand même un bon match, sérieux. C'était à Lyon, du coup. Gros match de Yousfal, c'est ce qu'on disait. Pour moi, je l'ai mis MVP du match. Il fait genre 22-13, un truc comme ça. D'accord avec toi. Il a mis des hooks, des trucs vraiment difficiles. Il a raté des trucs faciles, mais il a mis des trucs vraiment difficiles. J'hésitais entre lui et Chelsea. Et Chelsea qui fait aussi un gros match. Mais voilà, j'ai trouvé que Yousfal faire un 20-10 en Euroleague, c'est pas rien. Donc voilà, après Kaona c'était vraiment faible défensivement. Kaona c'est une équipe qui est... propose rien. Oh, franchement, contre l'Asvel, il proposait rien du tout. C'est catastrophique. J'étais là en train de me dire, oh là. Moi j'ai mis Yousfal, c'est Tavares. Ouais, c'est ça, il proposait rien. Il pouvait rien faire. Même si à la fin ils ont fait un petit rapproché, et l'Asvel se fait un peu peur, mais sinon dans l'ensemble ils ont dominé le match, vraiment ils proposaient rien. Et derrière... non, c'est le deuxième match. Le premier, c'est Partizan. C'est contre Partizan. Et là, par contre, il n'y avait rien. Il n'y a pas de match. Il n'y avait rien. Ils se sont fait casser la gueule. Punter a mis 22 points en 18 minutes. Ils arrivent à tenir personne. Ni Aramaz, ni Punter, ni Kaboklo, ni Kaminski. Tous ceux qui sont rentrés se sont fait plaisir. Il n'y a pas de match. Tu peux lire ça, s'il te plaît? Dalo, Yakov, Mba et Ndiaye ont fait un foursome avec la mère de Podzeko. C'est pas moi qui l'ai dit, gros. Mais il a un truc bizarre. Non, il leur en veut, je sais pas. Mais c'est là où je te dis, ils jouent à 8 en fait. C'est ça que je te dis, c'est qu'au bout d'un moment, contre le Partizan, ils se font. En plus, il y a moins 30, moins 26, 28. Il n'y a pas de match. Lance les mecs. Tu vois. Soit ça fonctionne et on va dire très bien, soit ça fonctionne pas et tu pourras dire ben voilà pourquoi je les fais pas jouer. Mais au moins tente quelque chose. Là, vas-y, ça y est, au bout d'un moment, ce premier match-là, il était insignifiant. En tout cas, l'Asvel a fait un partout. Et ça faisait longtemps que c'était pas arrivé. C'est déjà une très bonne chose. Et du coup, suite au renvoi de Podzeko, ils ont un nouveau coach. Pierrick Poupé. Et j'ai l'impression que c'est son premier club en tant qu'entraîneur. Ah bon? En tout cas, sur Wikipédia, c'est ce qu'il y a écrit. D'accord. Il a pas entraîné avant, donc écoute... Mais il a pas fait. Mais si, il a dû entraîner de la pro ou des trucs comme ça, des pro B. C'est un ancien joueur. C'est un ancien joueur pro. Mais écoute, on verra bien. On pourra se renseigner. C'est vrai que là aujourd'hui, la journée était un peu speed. On n'a pas approfondi, surtout que c'est tombé aujourd'hui ou hier. On est dimanche. Donc voilà, nouveau coach. Écoute, on va voir. J'espère que les joueurs qui ne jouent pas vont avoir l'opportunité de jouer parce que de toute façon ça va pas tenir, hein. Les mecs ils ont 35 piges, ils vont se péter, ça va être vite réglé. Voilà, sur l'Asvel, rien de fou, rien de nouveau quoi. Non, mais ils changent de coach. Je pense pas que c'est ça qui va changer. Ah si, ils ont signé Deschamps Thomas. Ah, j'avais pas vu l'info. J'ai vu aucune info aujourd'hui. Donc voilà. Okay. Donc pourquoi pas. Ils sont pas très bons pour Boris Diallo du coup, mais mais à voir. T'as peur de la punaise? Non, je la regarde. Okay. On se regarde. Ouais. Ok, alors on passe sur Monaco. Yes. Monaco qui fait 0-2. C'est fou quand même. Et on va les retrouver dans une autre catégorie un peu plus tard. Dans les flops, un peu plus tard dans la vidéo. Mais très déçu de... Mais de toute façon, il y a quelques semaines, on discutait du cas de Monaco. Et on disait que le jeu, il était sur courant alternatif. C'est-à-dire qu'ils sont capables de proposer du quand tu vois le match contre Barça et quand tu vois après ce qu'ils produisent cette semaine. C'est ça. Ils sont capables de proposer du très très beau jeu. Du jeu de passe, du jeu de relance, avec du tir extérieur, à l'intérieur.
Et franchement, c'est assez impressionnant. Et derrière, ils sont capables de proposer, je vais rester poli, mais du caca. Et franchement, moi, en fait, on sait pas où les mettre. On sait pas les mettre dans quel range. Est-ce que c'est une équipe, on se dit, qui va retourner au Final Four parce que c'est sûr par rapport à ce qu'ils proposent? Ou on va se dire, non, c'est une équipe qui va être finalement 8-9e place parce qu'ils vont avoir du mal. En fait, le truc, c'est que quand t'as Mike James, tu peux toujours avoir de l'espoir, entre guillemets. Mais c'est vrai que tu vois que, comme tu as dit en fait, c'est une équipe à deux visages. Et c'est pas la première fois. Non. Il y a eu des matchs où on leur a tapé dessus, même sur le début de saison, ils commencent à 0-2. Malgré un Mike James très très fort. Et tu as des matchs comme contre le Barça, où ils sont en place défensivement, où la balle elle tourne. Alors il y a quand même des choses positives. On va dire sur les dernières semaines, même si là ils perdent 2 fois, déjà c'est que Kemba Walker commence à trouver du rythme. Je suis d'accord. Sur les 3-4 derniers matchs, il commence à trouver du rythme, il commence à être agressif, il joue, il fait ses petits step back, il crée, etc. Il va chercher des lancers francs. Bon, il n'a pas toujours les coups de sifflet de la NBA, d'un All-Star, mais voilà, donc déjà il y a ça de bien. Mike James, toujours bon, il a été un peu moins bon sur le deuxième match, mais en même temps, globalement, on ne va pas lui en vouloir. Elie Okobo, qui a fait, moi je trouve, une bonne semaine, plus sur le premier match que sur le deuxième, mais par contre, qui a été suspendu, t'as vu ou pas? J'ai vu aucune info. Et donc il a été suspendu indéfiniment pour violation du règlement interne. Apparemment, il s'est embrouillé avec des joueurs après la défaite contre l'Olympiakos. Je crois qu'il s'est embrouillé avec Motiejunas, enfin c'est ce que j'ai lu, mais je sais pas si c'est vrai. Il s'est embrouillé avec Motiejunas sur l'aide défensive qu'il fait sur Makisic pour laisser le tir à 3 points. Ouais. Après, bon, ça tombe sur lui parce que c'est vrai que la semaine dernière aussi, enfin il y a 2 semaines c'est pareil, il avait fait en fin de match. Là, j'ai pas revu l'action, mais bon, laisser Makisic tout seul à 3 points, c'est pas non plus un mauvais choix si tu dois fermer un layup. Je suis tout à fait d'accord. En bout de chaîne, c'est celui que tu veux qui tire, on va pas se mentir. Et puis Motiejunas, il faut qu'il arrête de parler parce qu'au bout d'un moment, c'est pas non plus le mec qui fait la meilleure saison. Et on a vu cette semaine, quand il y a eu même Jaïté qui a joué, c'était pas pareil. Hein. Après, c'est un garçon quand même qui... Non, c'est un fort joueur. Mais je vois beaucoup de sorties en mode... on dirait c'est Tornike Shingelia ou Walter Tavares qui est en train de parler. Moi, je vais pas sur ce terrain-là parce que tu sais, dans un vestiaire, tant que tu y es pas, tu sais pas ce qui se passe, tu sais pas ce qui se dit, on connaît pas l'attitude des mecs sur le terrain et encore moins en dehors. Donc j'irai pas sur ce terrain. Si il juge lui l'opportunité de faire des sorties, que grand bien lui fasse. Moi je vais juger le terrain. Oui, c'est vrai que là il a été moins bon et que surtout quand tu vois ce que même Jaïté propose et j'en veux à Sacha Obradovic. Ah mais là on peut en parler Sacha Obradovic. On va le retrouver dans une autre catégorie. On va le retrouver dans une autre catégorie, mais je lui en veux d'avoir. Mais pourquoi même Jaïté ne joue pas avant? Exactement. On va mettre les pieds dans le plat. Pourquoi même Jaïté ne joue pas avant? C'est un mec qui a été MVP d'Eurocup quand ils ont gagné l'Eurocup avec Bologne il y a 2 ans. L'année dernière, il fait une bonne saison, il est pivot titulaire à Bologne, même si Bologne n'était pas le Bologne de cette année, mais il fait une bonne saison individuelle. T'arrives, on dirait, ils ont signé... Bradley en poste 5. Mais un espoir, genre. Ouais. Il joue pas, ou quand il joue genre les 2 premières minutes, tu sais, quand tu mets le petit au début du match, en Euroleague, ils aiment faire ça, joue 5 minutes, après tu joues plus. Franchement, c'est... Et là, sur les 2 derniers matchs, même la semaine dernière, il avait joué un petit peu, et je t'avais dit... Quand il était sur le terrain, moi, même s'il ne scorait pas, là parce qu'il a scoré, il a fait un bon match offensif contre l'Olympiakos et il y a Mousfal en face, donc c'était pas non plus n'importe qui. Et voilà, il se bagarre, c'est un meilleur rebondeur que Motiejunas. On l'a vu sur le match justement contre le Maccabi où tous les joueurs du Maccabi défonçaient les intérieurs de Monaco sur le rebond offensif, etc. Et quand Mamjaïté est arrivé, c'était mieux. Il a pris quelques rebonds, il s'est battu. Sur le deuxième match contre l'Olympiakos, il a mis des hooks à l'intérieur. Il a même mis un tir à mi-distance et tout. Voilà, c'est frustrant de voir ce joueur-là ne pas avoir eu l'opportunité de s'exprimer. Et je vais aller plus loin sur Sacha Obradovic. C'est que Kemba Walker, il fait un super deuxième match. Il a disparu dans la rotation. Et tu laisses Okobo qui... était pas forcément, il a fait des trucs bien, mais qui était neutre. Il l'a mis tellement tard. Il joue pas du 3e quart-temps, il rentre au début 4e je crois, et personne comprend pourquoi il l'a laissé aussi longtemps sur le banc. Alors qu'il fait une très bonne Et du coup quand il rentre, il a moins de rythme et il fait une excellente première mi-temps. Il fait une première mi-temps, je crois qu'il met 9 points en première mi-temps. Tu te dis ah ok, Kemba Walker, il a son coup de rein, il a son step back latéral, j'ai pas compris. Et voilà, c'était un peu frustrant de la part de Sacha Obradovic. Indépendamment de Mathieu Strazel, c'est encore des rotations. Alors c'est facile d'être coach à la place du coach, tu vois, mais
pense qu'il y a aussi beaucoup d'humain et de politique. Il y a la politique, c'est exactement ce que j'allais dire. Au-delà de l'humain, je pense qu'il y a de la politique. Je m'y connais pas assez pour dans les contrats professionnels pour dire voilà ce qui se passe, mais je pense qu'il y a de la politique sur il doit jouer de cette façon-là. Je pense qu'il y a les raisons de santé aussi, tu vois. Kemba Walker, on sait pas finalement comment il est en termes de santé, à l'entraînement ou quoi. Tu vois, c'est ça, on peut se dire, ça se trouve il doit jouer tant parce qu'il veut pas jouer plus parce qu'il a un genou qui est flingué ou pas, j'en sais rien, mais je pense qu'il y a de la politique dans tout ça parce que dans les contrats, Motiena peut-être doit jouer, lui doit jouer, d'abord lui doit jouer et après c'est les autres. On est à Monaco, on va pas se leurrer, c'est le monde professionnel, c'est pas le monde des bisounours. Je pense qu'on écoute assez d'interviews de mecs qui sont passés en pro et qui disent le pro c'est un business, et donc je pense que ça va aussi sur ce terrain-là. Donc voilà, après on va être honnête aussi, on a été les premiers à critiquer Obradovic de laisser Kemba Walker longtemps sur le terrain pendant les premiers matchs, etc. Au dépens de Matthew Strazel. Là, ce que Kemba Walker propose sur les derniers matchs, c'est intéressant. Oui. Est-ce que Matthew Strazel aurait pas pu faire ça? Parce que Kemba Walker, il a fait aucun match pour l'instant à 24 points, ou quoi que ce soit en Euroleague. Il n'a pas des gros temps de jeu. Mais voilà, peut-être que dans 2-3 semaines, on y verra plus clair. Si Monaco gagne les 3 prochains matchs, encore une double journée la semaine prochaine, on va manger. Voilà. On verra bien. Le match contre l'Olympiakos, je tenais juste à dire que l'Olympiakos gagne, en partie parce qu'ils sont à +3 et ils font faute. Voilà. Pour toutes les autres équipes qui ne l'ont pas fait cette saison, et il y en a au moins une dizaine de situations comme ça. Retenez la leçon. Autre chose à dire sur Monaco? Non, je suis d'accord avec ça et avec tout ce que tu as dit. Ok, parfait. Eh ben écoute, on va passer sur le weekly review. On va peut-être pas parler de toutes les équipes, mais on est parti sur le weekly review. C'est parti, go. Le weekly review. Tu veux commencer par quelle équipe? T'étais sur Olympiakos. Ouais. On peut rester sur Olympiakos. Ok. Olympiakos qui fait 2-0, donc du coup qui prend la victoire contre Monaco. Comme tu l'as juste dit juste avant, et je suis tout à fait d'accord avec toi, prenez exemple, faire faute en fin de match, t'as des points d'avance, t'en as 3, tu donnes le lancer, y a pas de problème. C'est à toi de faire 2 sur 2 et après de récupérer la balle, et pas de faire des conneries comme les autres équipes ont pu faire jusque-là. Et sur le premier match, si je dis pas de bêtises, il joue Milan. C'était un match qui était assez intéressant. Franchement, Milan, ils font un bon match. Retour de Shabazz Napier. Exactement. Alors bon, j'aimerais bien qu'il se remette retour, mais j'aimerais bien qu'il s'y remette vraiment. Parce que sur le deuxième match, il est catastrophique. Ah ouais, il est catastrophique. Mais on y reviendra après. J'ai été surpris, moi, ce qui m'a surpris dans ce match, c'est le Kamal Gaté qui titulaire. Tu vois, c'est ce que je te disais. Grave. C'est un peu et qui fait pas une mauvaise prestation. D'ailleurs, à un moment, il fait une passe pour, je crois que c'est pour Voigtman ou je sais plus. Et on voit Ettore Messina qui dit bravo Isma, top pass. Donc, non, c'est cool qu'il ait pu jouer un peu. Bon, il a pas joué sur le deuxième match. Il y a Alex Proixres qui a pris un peu ses minutes et qui a fait le boulot. Mais voilà, au moins, il peut jouer, prendre un peu d'expérience. Tu vois, c'est sa première saison en Euroleague, on lui demande pas de jouer 15-20 minutes, parce que 15-20 minutes maintenant, en Euroleague, c'est dur. Et tu vois, au moins qu'il puisse avoir quelques minutes. Et voilà, le jour où il est en forme, jouer peut-être 10-15, et le jour où il est pas bon, il joue ses 3, tu vois, mais au moins qu'il rentre. Donc ça, oui, c'était bien. On était sur l'Olympiakos du coup. Sur l'Olympiakos, sur ce match-là, qui est un peu dominé, Milan et vole des ballons, ils sont un peu dans le rythme, ils sont plutôt bien. Mais après, on va dire, à l'expérience, l'Olympiakos va venir arracher le match, surtout en fin de match. Milan qui se bat bien, mais l'Olympiakos qui fait plutôt une bonne semaine avec ce 2-0 contre Monaco et contre Milan, qui sont deux équipes plutôt bien. Milan qui est pas une grosse équipe, mais c'est une équipe toujours compliquée à manœuvrer, qui est allé chercher des victoires difficiles, surtout que depuis qu'ils jouent sans leur star, on va dire. Et du coup, moi j'ai trouvé bon, on reviendra sur Milan après, mais sur le côté Olympiakos, Mousfal, toujours impérial, surtout sur le premier match. Parce que sur le deuxième match, j'ai trouvé que même Jaité lui a bien résisté quand même. J'en dis pas plus parce que vous verrez plus tard. Non mais voilà, Larenzakis aussi qui a fait un énorme match sur le premier match dans la création et tout, et dans le scoring. Enfin, c'était vraiment lui, tout passé par lui sur le banc. Moi, il a mis un tir, il était tellement loin. Non, mais c'est franchement, c'est. Puis, tu sais, c'est un mec qui ressemble à rien. En plus, il a un tir bizarre et tout, mais franchement, il fait un gros match. Et le meilleur joueur de l'Olympiakos, même si je sais que t'aimes bien Mousfal. Sacha Lenakov. Ouais, c'est ça. Non, mais avec Peters, il fait une saison. On en reparlera plus tard. Sacha who? Mais avec Peters, il fait une saison, il fait une semaine. Juste pour dire, voilà, il n'a pas raté un tir à 3 points de la semaine.
et il en prend 7. Hein. Ah ouais? Ouais. Ah putain, j'avais pas vu donc, ça. C'est pas mal quand même. Poste 4. Je l'ai vu mettre des tirs, mais j'avais pas vu qu'il avait pas raté. Il fait 4 sur 4 et 3 sur 3. Ah ouais. Donc c'est très très propre. Non, c'est Alec Peters, grosse saison. Et d'ailleurs, alors j'ai vu que apparemment, je sais pas si c'est Basket News qui a fait un sondage ou que c'est l'Euroleague qui fait ça auprès des joueurs. Et du coup, il y a un trophée Breakout Season. D'accord. En gros, l'explosion. Ouais. Donc nous, on n'en a pas parlé, mais du coup, Alec Peters, il est cité parmi les joueurs parce que c'est vrai qu'il fait une saison. Ah bah il est sorti de l'ombre de Sacha Vezenkov qui était l'année dernière MVP en titre. Et du coup, oui, il fait une saison bien monstrueuse. Donc pas mal, Olympiakos qui, de toute façon, là, il y a tellement un wagon. Un wagon qu'en gros, tu gagnes 2 matchs, tu perds 2 matchs. Regarde Monaco, ils étaient 4ème, ils se retrouvent 8ème. Mais 8ème à égalité avec le 11ème Baskonia à 19. Et donc l'Olympiakos qui était pareil dans le play-in, il se retrouve à 11-8. Tu vois, donc ça change vite. Il n'y a pas beaucoup il y a qu'un match de différence toujours entre le 11e et le 4e. Ça va être chaud. C'est très chaud. Mais le niveau de l'Euroleague cette année, il est tellement relevé. Franchement, je vais pas faire le précurseur. Je regarde pas l'Euroleague non plus depuis 15 ans, donc je peux pas mentir. Avec le précurseur. Oui, c'est l'ancien plutôt. Puriste, voilà, c'est le précurseur. Voilà, vous avez compris. Pardon. Mais je peux pas faire le puriste. Je regarde pas l'Euroleague depuis 15 ans, mais je commence à regarder depuis quelques années maintenant. Et vas-y, franchement là, le niveau des équipes, c'est-à-dire que même une équipe qui est 12e peut très bien jouer, juste parce que t'as raté un peu ton début de saison, t'es 12ème et vient te casser la gueule vraiment à l'aise, quoi. Très bonne transition, l'Étoile Rouge. C'est vrai. Fait 2-0 cette semaine. Et c'est vrai. Et ils font un début de saison catastrophique. C'était à 6-11, ils se retrouvent à 8-11 bon, ils sont dans le wagon du 12ème, etc. Ils sont à 2 matchs du play-in avec Milan et avec le Bayern. Bon, c'est pas non plus la folie, mais gagner les 2 matchs, il fallait les faire. Surtout qu'ils ont joué le Partizan. Partizan et Fener. Non ? Non, je crois pas que c'est Fener. Ils jouent Partizan et Fener, l'Étoile Rouge. Ah non si, je crois, t'as raison. Partizan, oui. Et Fener. Ok. Oh, ouais. Donc c'est 2 grosses victoires. Ah bah ouais. 2 énormes victoires même. Et c'est... Surtout Partizan, ils leur ont fait une chanson. Partizan, c'était trop ce qu'ils leur ont fait. Milos. C'était vraiment trop. C'était trop. Freddy Gillespie, là, il est arrivé... C'est Dwight Howard, frère. C'est pick and roll, mais après Milos, je vais faire l'analyse de Milos, mais la lecture de jeu, les passes, les angles de passe qu'il arrive à trouver. Il fait ça, après il fait une feinte en sol, la balle rebondit dans les mains. Franchement, c'est L'Étoile Rouge qui a donc lancé Nikola Topic, qui est un jeune espoir, qui a fait des grosses performances sur les Adidas Camp, etc., les trucs de jeunes, qui avait joué avec un autre club, je crois, qui était prêté, donc là qui est revenu pour la fin de saison. Il jouait beaucoup, vraiment, c'était vraiment le truc, on dirait le propriétaire, il a dit tiens, j'ai ma pépite là, tu me mets sur le terrain, parce que sur le terrain il n'était pas non plus extraordinaire. Alors c'est un jeune joueur qui a la main, et tu vois qu'il est extrêmement serein. Donc déjà, à partir de là, ça met en confiance. Malheureusement, il s'est niqué le genou, donc out pour 4 à 6 semaines. À voir sur la fin de saison. Donc du coup, Iago Dos Santos et Milos Teodosic ont pris le relais. Ça va, hein. Ils ont fait une bonne semaine. Mais c'est vrai que le match contre le Partizan, c'était trop. Il n'y a pas de match. Le Partizan, ils pouvaient pas. Ils pouvaient pas. En deuxième mi-temps, ça a été un peu mieux pour le Partizan parce qu'ils ont aussi trouvé l'adresse. Il y avait moins 23 à la mi-temps. La première mi-temps, vraiment, c'était, je vais pas le dire parce que voilà, on va être démonétisé. Je mens, c'était une sextape. Non, c'était trop grave. Je regardais le match, j'étais en train de me prendre la tête tellement je me dis, mais je suis en train de leur faire une chanson. Ils étaient en train de les tuer. La balle, ils pouvaient pas défendre le pick and roll. C'est-à-dire, en plus, Milos, il est tellement fort, c'est-à-dire que ils étaient tellement en train de les tuer sur le pick and roll, au bout d'un moment, ça venait refermer la raquette, boum, ça kickait, il se met des tirs et tout. Oh, c'était trop, franchement. Mais du coup, moi j'étais un peu déçu du Partizan, parce que déjà c'est une équipe qui était sur un bon run et qui a fait un non-match. On aurait dit que c'était le Real en face alors que c'était l'Étoile Rouge. Et en plus de ça, moi je sais pas ce que t'en as pensé, ils jouent beaucoup de pick and roll avec leurs grands Caboclo, Kaminski, etc. Ils jouent pas de post-up. Et en deuxième mi-temps, quand ils ont joué du post-up sur Caboclo, bizarrement, ils ont mis des paniers. Début du troisième quart, ouais. Parce qu'ils font une première mi-temps, je crois qu'ils finissent à 28 points à la mi-temps. Et donc bon, je prétends pas être meilleur coach que Zeljko Obradovic, mais le post-up, on a le droit aussi. Il n'y a pas que le pick and roll dans la vie. Shout out Simon Lamblin. Mais écoute, l'Étoile Rouge, voilà, c'est une grosse semaine. Contre le Fener, je me souviens plus trop du match.
Mais Bolomboy fait un gros match. Bolomboy fait un très gros match contre le Fener. Franchement, l'étoile rouge qui... Et Motley qui finit pas le match encore. Oui, bah, ça comme d'habitude. Et en fait, c'est un match qui était disputé. L'étoile rouge fait un run, le Fener est là. En fait, c'est Gillespie fait aussi... l'étoile rouge, t'y crois ou pas? Pour le play-in. Pour le play-in? Ouais. Attends, donne-moi 5 secondes. Juste que je regarde franchement... Moi, je pense pas. Non, ça va être chaud. En fait, je pense que c'est trop faible. Même si Gillespie est arrivé, je pense pas qu'il va faire ces matchs-là tout le temps. Parce que je disais toujours qu'à l'intérieur... Pour le play-in? Non, pas pour le play-in. Ils passeront pas devant Victoria, Valence, Partizan. Ils passent devant Valence. Ils passent devant Valence? Ils passent devant Valence. Mais t'as vu Valence pas mal, là? Oui, ils passent Valence, c'est costaud, hein? Ils passent devant Valence. Ils passent devant Valence. Ok. Ils passent devant Valence. 100 000 €. Oui, très bien. Parce que tu les as. Ils passent devant Valence. Ok, donc l'étoile rouge, on n'y croit pas plus que ça. Juste pour play-in, c'est tout. Mais tu penses, mais play-in, gros, c'est chaud. Hein. Ils vont play-in. Moi, je pense même s'ils passent devant Valence, s'ils passent pas devant les autres, ça veut dire qu'ils sont 11e. Moi, je pense qu'ils peuvent finir 10e. Ils peuvent aller chercher une 10e place. Non, je pense que c'est trop faible. On verra. Pour moi, c'est trop faible. Après, j'y crois pas plus que ça, mais je pense que. Pour moi, quand je compare aux autres équipes, quand je compare à Baskonia, avec des joueurs qui sont au niveau de genre Shimamoneke, que tu compares à d'autres équipes qui sont en bataille pour le play-in, le Partizan, même si là ils ont cassé la gueule le Partizan est quand même plus régulier sur le début de saison. Ouais, Monaco, même Milan, je trouve que c'est beaucoup mieux armé. Et encore, il leur manque des joueurs, mais après c'est une question de... Crois-moi que tu peux faire une mauvaise streak, tu te manges une semaine, une double journée, tu fais 0-2, il suffit que l'étoile rouge refasse un 2-0 la semaine prochaine. C'est pas la même chose. T'y crois toi? Moi j'y crois. La semaine prochaine, personnellement, j'y crois pas. Bah, tu sais quoi, on va regarder tout de suite. La semaine prochaine, étoile rouge, il joue qui? L'Asvel, une victoire déjà. C'est pas sûr, gros, l'Asvel, ils ont tapé Kaunas. Une victoire déjà pour l'étoile rouge, et après il joue Milan. Tu vois? Il suffit. Il va coûter cher. C'est plus facile que Fener et Partizan. Voilà, il va coûter très cher ce match-là, mais imaginons que tu prends Milan et tu vas prendre Asvel, ça te fait 2-0. Ouais, mais Brad, tu vois, depuis le début de saison... Ils sont trop irréguliers, je suis d'accord. Non, mais pas que eux. À part le Real, oui. Toutes les équipes font des runs de victoire, puis des runs de défaite, puis... Oui, bien sûr. Je ne pense pas que l'Étoile Rouge puisse faire 4 victoires d'affilée dans cette Euroleague. Ils ont pris 2 gros matchs contre 2 grosses équipes, le Fener et le Partizan. Tu sais, c'est... Alors, peut-être que je me trompe totalement, mais ça va être les matchs de « Ah, on joue l'Asvel, vas-y, tranquille. » Ah bah oui, mais en même temps, c'est... Ouais, mais bon, je dirais, regarde Kaunas, ils se sont fait attraper. Là, nouveau coach. En plus, je crois que c'est à Lyon, non? Non, mais tu dis... Attends, bon bref, je sais que toi, l'Asvel, t'as trop la rage. J'ai pas la rage. C'est toi, tu les surcotes. J'ai pas la rage. Il y a qui d'autre qui a fait 2-0 là cette semaine? Le Barça. Le Barça. Et Bologne. Alors, Bologne, on va pas trop en parler. Non, ils ont tapé Berlin. Ça y est, c'est bon. Gros match de Gabriel Procida. Un point. Non, Gabriel, c'est... Non, il y a rien. Mais c'est un jeune. Non, mais je l'aime. On n'est pas des haters. Mais cette semaine, voilà. Cette semaine, c'était pas pour lui. Et c'est quoi l'autre match qu'il gagne? Et il gagne, je vais te dire tout de suite parce que je l'ai pas sous les yeux. Il gagne Berlin, ce que je viens de dire. Il gagne le Bayern. Il gagne les 2 matchs. Oh là là, c'est vrai que le Bayern. Ah, c'est bon, je me souviens. C'était beau, hein. C'était un bon match. C'était plutôt sympa. C'est le match contre Berlin où j'avais envie de dormir, je crois. Mais ouais, Bologne, qui fait un gros match, qui joue bien avec les arbitres, j'ai mis, parce qu'ils aimaient bien se jeter dans tous les sens. Est-ce que tu penses que Efe Lundberg, c'est un bon joueur? Bah ouais, hein. Et encore une fois, on l'a dit, tu vois. On l'a dit que depuis qu'il est revenu, il a mis des gros tirs. Bah là, il met le tir pour finir le match. Soit à plus 2 ou plus 1, je crois, il met un 3 points. Ou il tire à 2 points. Il tire à 2 points, mais en tout cas, il passe à 2 possessions, donc il finit le match. Voilà, Bologne, on l'a dit, c'est hyper complet. Et moi, je veux tirer mon chapeau, pas à Toko, parce qu'on l'a dit, on l'a assez dit, mais vraiment, je veux à Isaac Corginet. Qu'est-ce qui me régale! Qu'est-ce qui me régale! Franchement, dans l'énergie, dans la combativité, il a envoyé sur les meilleurs joueurs adverses pour défendre, etc. Il met 5 gros points d'affilée à la fin. La claquette qu'il met en plus là, tellement sale! Non, franchement, Isaac Corginet, j'aime beaucoup le jeu qu'il propose, j'aime beaucoup son activité. Il est vraiment, c'est un soldat, un combattant, et en plus de ça, il est capable de mettre des tirs et parfois aussi de créer parce qu'il trouve de très bonnes passes quand il pénètre fort. Il a des qualités athlétiques assez remarquables. Donc non, franchement, j'aime beaucoup. Bah écoute, Bologne qui consolide sa 2e place, je pense qu'ils vont rester top 4. Hein. J'imagine, à moins d'une grosse blessure ou quoi, on leur souhaite pas, mais ils sont quand même hyper réguliers depuis le début de saison, ils ont perdu que 5 matchs. Voilà, c'est une bonne équipe. On peut parler du Barça, qui a fait une grosse semaine aussi. On les a un peu défoncés la semaine dernière.
Enfin, on les a défoncés à juste titre. Et puis bizarre, on disait Yann Vezeli, il prend que 4 tirs alors que c'est un joueur. Bizarrement, quand Yann Vezeli touche plus la balle, ça va mieux pour le Barça. Et alors, sur le deuxième match, la Provitola, je l'ai trouvé vraiment. En fait, tu sais à quoi il m'a fait penser? Il était en mode, tu sais, comme moi quand je suis dans le contrôle. Il voulait pas tirer, il met 0 points. Il fait, je crois qu'il fait 5 ou 6 passes, un truc comme ça, ou 8 passes. Il fait 6 turnovers, je crois, quelque chose comme ça. Mais les turnovers qu'il fait, c'est parce qu'il est à les tirs, il veut pas tirer, il cherche des passes. Je sais pas s'il a fait un pari avec ses potes, ouais, je peux faire 10 passes. Mine de rien, il a quand même trouvé pas mal de situations parce que même si lui veut pas tirer, la Provitola, t'es obligé de le respecter sur le tir. Et donc, il a réussi à trouver Yann Vezeli. Et Yann Vezeli, c'est une assurance tout risque. Je suis désolé, on y reviendra parce que je t'ai vu mettre un mec dans le 5 de la semaine. Je trouve que sur le poste de pivot, il y avait quand même matière avec Yann Vezeli, mais bon. Après, chacun fait ses choix. Mais voilà, le Barça qui s'appuie sur un très bon Jabari Parker. Ouais. Dans l'adresse à 3 points. Un peu moins dans le slashing et tout, mais voilà, il va jouer ses contre-attaques, il défend, il met ses tirs à 3 points. Excellent, c'est ce qu'on lui demande. Même Willy Hernan Gomez qui fait un très bon match sur le deuxième match offensivement. J'ai pas le plus-minus, je sais pas si tu l'as sous les yeux, parce qu'à chaque fois, c'est le deuxième ça Ça c'est contre Real. Non, c'est le premier. Le deuxième, contre Vitoria, il est à -7 -7 de plus-minus. Putain, pourtant, quand il est sur le terrain, il taffe, hein. Il fait combien là 16. 16 en 18 minutes à 6 sur 10. Ouais, bah tu vois. Bref. Et combien de plus-minus pour mon petit pote là Vezeli, il a plus 11. Voilà. Meilleur de son équipe, non il y a un plus Satoranski qui a fait un bon match aussi sur le deuxième match. Ouais. Enfin, il a mis des points. Non, mais même il a été agressif. Oui, il était agressif. Moins 8 de plus-minus, tu vois. Donc, je pensais non, c'est pour ça que. Mais en tout cas, le Barça fait une très bonne semaine. Et attends, il tape le Real. Oui, mais je vais y venir. Ils font une très bonne semaine. Ils attrapent déjà Vitoria, qui est une équipe qui est relativement quand même en place, avec un certain joueur. Mais surtout, ils vont taper le Real. Et ils tapent le Real. Voilà, franchement, j'ai trouvé le Real apathique. J'ai trouvé le Real, on y reviendra par la suite. C'est pas le. Pour une fois qu'on pourra développer sur le Real. Vraiment, j'ai trouvé le Real dans un visage auquel ils nous ont pas vraiment habitués. Et le Barça, c'est vrai qu'on on leur a tapé dessus. Mais franchement, cette semaine, moi, ils m'ont relativement impressionné. Vezeli, c'est vraiment l'assurance tout risque. Son tir à mi-distance de 4-5 mètres, il loupe pas. Il est létal, il ne loupe pas. Mais par contre, le match contre le Real, il était assez plaisant à voir. Pourquoi ? Parce que en fait, les mecs sont trop forts. Je regarde le début du match, il n'y en a aucune des équipes qui loupait. Genre, tir à 3 points, réponse. Tir à 2 points, réponse. Tir à 3 points, réponse. À la mi-temps, il y a 47-45, donc vraiment, ça tient le score. Mais pourquoi je dis que j'ai pas retrouvé le Real ? En fait, c'est le côté défensif du Real que j'ai pas retrouvé. C'est le côté, on se met des pelées défensives en mode là, vas-y, c'est bon, ça suffit. Ils ont encaissé 47 points à la mi-temps. Pour une des meilleures équipes défensives de l'Euroleague cette saison, c'est beaucoup trop. C'est pas les Feds, normalement, qui ouais, c'est vrai que défensivement, ils étaient... Donc, défensivement, ils étaient à la rue, et ça m'a un peu surpris. Mais j'ai trouvé un Barça qui était solide. Et voilà, et dans le Money Time qui pour moi commence dans le 4e quart-temps. Hein. Ouais. Et qu'est-ce qu'ils font au début du 4e quart-temps ? Qui ça ? Le Barça. Et que je vois pas où tu vas en venir. 14-0. Ah oui, non, mais ils ont. Oui, dans ce sens-là que tu veux dire. C'est 12-0. 14-0. Ah ouais, moi j'ai noté 12. Ok, d'accord. 12 et après ils mettent 14e et derrière enfin le Real marque. D'accord. Ils passent d'abord le 14-0. Ok. Bah oui, non mais oui, c'était. Merci la Provitola et Vezeli. Franchement. Et défensivement, c'était un gros match du Barça. Ils tiennent le Real à combien ? À 79 78 points. Quand tu sais l'armada qu'il y a au Real et les points qu'ils ont mis, bon, avec 4 prolongations sur l'autre match. Mais voilà, c'est comme moi je suis d'accord avec toi. Grosse défense du Barça. Après, j'ai trouvé le Real pas impliqué. Poussif. Moi, je les ai trouvés pas impliqués. Facundo qui joue pas, Tavares quand il a la balle en bas il joue pas, et il y a eu un fait de jeu aussi dont on n'a pas parlé, Chacho Rodriguez qui veut se battre avec la Provitola, ouais, pour rien en plus c'est lui qui cherche la merde. Il a tué son équipe. Et il a tué son équipe. Vraiment, parce que ça c'est à double, ouais. On l'a vu l'année dernière, c'est leur méthode un peu, ils ont fait pareil avec le Partizan. Ça les avait bien relancés. Bon, ils avaient aussi blessé quelques joueurs et fait suspendre d'autres, mais là, il y a cette échauffourée. Derrière, ça réveille Nicolas Laprovitola.
Lui, Chacho, et je dis pas qu'il est pas capable, hein, c'est un joueur qui a performé l'année dernière, il a fait une finale de fou furieux. Il essaye de prendre un peu le match à son compte, justement par ego, il rate les tirs. Défensivement, on sait qu'il est ciblé, et derrière, ça les met dans la merde. Et comme Campazzo, quand il revient à la fin, il se met enfin à jouer, mais c'est un peu tard, parce que le Real a pris du retard avec ce 14-0. Voilà, Tavares, c'est pareil, sur le début de match, il a la balle en bas, il veut pas jouer, quoi. En fait, c'est pas qu'il veut pas jouer, c'est que quand il a la balle, à chaque fois, il a le sentiment qu'il y a la trappe qui arrive. Mais il regarde même pas le cercle. Donc, ouais, il regarde pas le cercle et puis, je suis désolé, Tavares, même s'il y a une trappe, il est capable de marquer. Hein. Oui, mais bon, il vient trapper dans l'identité de jeu, il dit je relâche la balle à l'opposé, etc. Ce qui est pas si mal, mais c'est vrai qu'il a manqué d'agressivité. Et du coup, on était sur le Barça, mais là, on est sur le Real, autant parler du Real. Donc, cette défaite contre le Barça. Et j'ai trouvé, pour finir sur ce match-là contre le Barça, parce que je pense qu'après tu vas partir sur les fesses, à la fin, on a vu de l'ISO à outrance pour Mario Hezonja. Alors je veux pas dire c'est inquiétant, parce que c'est un bien grand mot, mais c'est dommage qu'une équipe qui a autant de certitude et qui domine autant la saison, quand ils ont un peu de difficulté, parce qu'ils étaient quand même revenus à -5 ou -4, je crois, et ils jouent pas sur leur force, parce qu'Hezonja c'est un très fort joueur, mais sur leur identité de jeu. Du pick and roll, des mouvements à l'opposé, des backdoor et tout, des backpicks. Tu joues sur le 1 contre 1 sur la Hezonja, sur le Barça qui était sur une grosse forme défensive. C'est pas passé. Hein. Ouais, c'est pas passé. Et moi, je trouve ça bien. En fait, je trouve ça bien que le Barça gagne contre le Real. Exactement. Oui, ça relance un peu le truc, quoi. Enfin, je trouve ça... Oui, ça relance le truc, mais c'est surtout même pour le Real. Parce que ça te montre tes erreurs, ça te montre ce que tu peux améliorer, ce que tu ne dois pas faire. Il y avait l'interview de Fabien Causer il y a quelques semaines sur Squeak, justement, et il disait moi j'ai un peu peur que tout se passe trop bien, parce que du coup quand on va rencontrer des difficultés, je sais pas comment on va réagir. Et ça c'est pas mal, et je suis d'accord avec lui. Quand tout se passe trop bien, au bout d'un moment... Quand t'as vu l'Olympiakos l'année dernière, c'est ça, tu vois. On roule sur tout le monde. Et je me souviens, on regardait les matchs. Vraiment. À la mi-temps, il y avait plus 30, une fois sur deux, c'était abusé. On disait, c'est bon. Et Sergio. Regarde. Donc tu vois, là, franchement, c'est pas plus mal que ça se passe un peu mal pour le Real. Voir un peu comment ils réagissent, une défaite par-ci, une défaite par-là, les pousser dans des prolongations, etc. Donc non, franchement, c'est bien pour... Alors, je dis pas qu'ils doivent jouer de cette façon-là, hein, mais c'est bien pour eux, parce que en plus, ils ont pas tous leurs joueurs, donc... Du coup, les pousser sur une prolongation, donc Real FS. Oh, quel match. Ouais, c'est le match de l'année. Vous m'avez niqué le match. Non, moi ça va. Moi, après la fin de match, parce que bon, il y a quand même eu 4 prolongations, je m'attendais pas à ce qu'on ait 4, donc il y a des trucs. Mais tu vois, Shane Larkin, il fait un match de fou furieux. Oui. Mais j'étais même pas en mode. J'étais pas hypé. Non, mais j'étais pas hypé parce que. On m'avait dit, ouais, tu vas voir Larkin, Moussa. Donc du coup, bon, Moussa, j'étais un peu choqué parce qu'il met quand même 40. 40 mais Larkin, tu vois, il fait un match, on va dire, dans ses standards ces dernières semaines. Il met des gros tirs, mais en fait, je m'y attendais. Tu vois, quand je le vois prendre un tir, je me dis, ah ouais, on m'a dit qu'il allait bon. Donc arrêtez de m'envoyer des messages pour me dire, nana. Je sais qu'on fait des vidéos sur l'Euroleague. Je fais des vidéos sur l'Euroleague, maintenant tu vas je vais arrêter les réseaux, de toute façon. En fait, c'est ça qu'il faut faire. C'est que tant que t'as pas regardé les matchs, t'ouvres pas tes DM. Ouais, mais moi j'ai la notif. Voilà, mais faut pas regarder, c'est tout. Bref. Moi je regardais pas, du coup j'ai regardé le match. Juste il y a Pierre qui m'a envoyé un message qui m'a dit t'as vu le Real, etc. Comme ça m'avait notifié. J'ai dit je regarderai demain, j'ai pas vu. J'ai dit ok. Et du coup j'ai regardé le match, et franchement quel match incroyable. C'était en fait... C'est le match le plus fou. Même, tu peux aller au-delà de la saison. Hein. Je pense que je sais pas si c'est le match le plus fou de l'histoire de l'Euroleague, parce que je fais pas le précurseur. Je fais pas le puriste, mais voilà, mais 4 prolongations, je sais pas si ça a été déjà fait, en tout cas dans les 20 dernières années. Franchement, c'est incroyable, parce que ça a été un match... En fait, c'est un match de run, mais en même temps, sur le début de match, il n'y a pas beaucoup d'adresse. Tu vois, et c'est marrant que ça termine en quadruple prolongation, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'adresses au début de match. J'ai l'air de me dire, oulala, ça va être long s'ils commencent à envoyer des briques. Et c'est là où tu vois le niveau des deux équipes. Les Fesses, qui n'est pas une équipe malade, parce que j'irai pas jusque-là, mais qui vont récupérer des joueurs, mais qui est une équipe qui est plus en difficulté ces derniers temps. C'est plus le double champion d'Euroleague qu'ils étaient il y a quelques années. Donc, et le Real, c'est un Real qui est censé rouler. Eh ben, franchement, dans le troisième quart-temps, à un moment, il y a une montée d'un coup, et tu le sens d'un coup, les tirs ils rentrent, ça se renvoie des coups, Shane Larkin qui met des gros tirs, Campazzo de l'autre côté, et c'est parti, et je me dis, ok, on est passé dans une autre dimension, et là j'avais l'impression de retrouver les Fesses qui dominaient, qui marchaient avec Vasilij Micic, Clyburn et compagnie, et là j'ai le Real qu'on n'a pas vu contre le Barça, la transition, ils sont tous trop forts. Ils sont tous trop forts. Tavares qui est trop fort, Poirier qui rentre et qui fait du bien, mais à la fin il rentre pas parce que l'autre est beaucoup trop important. Hezonja, on va y revenir, mais mais quel grand monsieur, parce que franchement les tirs qu'il a mis,
Et surtout le tir qu'il met en prolongation où il est sur, je sais pas. Parce qu'il a un tir, je sais pas si c'est en première prolongue ou en fin de temps réglementaire. Qui rate. Tout seul. Il fait une gamelle. Il rate. Et derrière, sur toutes les autres prolongations, il a mis les gros tirs. Soit pour égaliser, il met le tir dur aussi, mauvais pied, contesté et tout. Comme ça. Pour aller en triple ou en quadruple. Oui, c'est ça. Et c'est lui qui met le dagger. Ou à 122, 123, là. Exactement. Donc il fait un gros match. Franchement. Moi, je l'ai mis MVP du match, même si Moussa il fait 48. Parce que sur les fins de match, c'est Ezonia qu'on a vu. C'est vrai. Je sais pas pourquoi on n'a pas vu Moussa, parce que c'est pas comme s'il a pas été bon, il a raté des trucs, c'est juste qu'il a moins joué de pick and roll. Il a eu parce que Chus Matteo voulait faire jouer Sergio Llull. Ouais. Bon. Après, il a eu quelques. En fait, il a eu quelques ballons. Trucs, mais t'as beaucoup plus vu Facundo et Zonia sur la fin de match, alors que le mec à la fin du temps réglementaire, il est déjà à 30. Ouais, mais c'est pas plus mal, parce que regarde, en fait, qu'est-ce que ça fait? La défense, elle se dit, bon, il y a un mec, il est à 32. Il faut qu'on se concentre un peu quand même sur lui. En même temps, ça laisse des ouvertures pour les autres. Et je trouve que moi, au contraire, je trouve que ça a été très bien joué. Parce que la défense est moins concentrée, on va dire, sur les autres. Parce que les autres sont tellement forts qu'ils te sanctionnent. Choisis ton poison, quoi. Tu parlais d'Ezonia. Moi, j'ai mis Ezonia. C'est un poste 2, mais il est quand même parmi les meilleurs postes 4 de Euroleague. Parce qu'il a joué poste 4. Hein. Quand il fait du post-up, il fait 13 rebonds, il fait 30 points. Non, peut-être pas 13 rebonds, mais non, c'est l'autre match où il prend 12 rebonds, je crois. Contre le Barça, je crois qu'il prend 12 rebonds. Je vais regarder tout de suite. Mais il fait encore un match de mammouth et des tirs clutch. Après, j'ai trouvé que les fesses, je sais pas si tu as fait attention, mais déjà, que ce soit Yul ou Chacho Rodriguez, parce que Rudy Fernandez ne jouait pas, ont été beaucoup moins en vue qu'à l'accoutumée, déjà. Sergio Llull a raté beaucoup de tirs à lui, des tirs en fin de Et Sergio Rodriguez, et Chacho, les fesses, ça a extrêmement bien scouté le pick and roll avec Vincent Poirier. Il disait, Chacho, on va te laisser dans l'indécision à la fin, tu pourras pas lancer de la loupe, faut que tu mettes des flotteurs. Ils ont joué sur ça, et aujourd'hui, ce jour-là, il les a pas mis. Et c'était hyper bien défendu, parce que ce soit Autoroute, Eric Jones, etc., ils bloquaient Poirier sur la loupe, et ils ont réussi à le faire aucune fois. Et en fait, il y a une fois où ils ont failli le faire, mais Poirier rate. Et surtout, en fait, c'est la lecture de jeu qui est pas bonne de Chacho, parce que justement, ils ont très bien scouté. Et les 2 fois où il le fait, cherche la passe. C'est ça, et les 2 fois où il le fait, il marque. Il prend un tir avec la planche, un moment, il est dans l'intervalle, il prend un tir avec la planche, et à un moment, il met un flotteur, et c'est les 2 tirs qu'il met. Mais tu vois, les flotteurs qu'il prend, en fait, c'est « Ah merde, je peux pas faire la passe ». Donc, exactement ça. Parce que Chacho, il a une qualité de finition, c'est ça. S'il veut. Mais voilà, et autre chose, c'est que le Real, du coup, a joué beaucoup avec Ezonia poste 4. Il y a Gershon qui est revenu, mais qui a pas beaucoup joué. Et donc, il jouait jamais avec 2 grands. Les fesses jouaient toujours soit avec Tibor Pleiss et Tyreek Jones, soit avec Autoru et Mike Dome, etc. Tu peux pas le poster, Ezonia, apparemment? Apparemment non. Tibor Pleiss, il peut pas poster Ezonia. Tibor Pleiss, il passe son temps à 3 points. Oui, mais c'est dommage, tu vois. C'est quand même un joueur qui est capable de finir près du cercle. Ah bah oui, mais bon, ça. Mais bon, c'est vrai qu'Ezonia, c'est un sacré buff. Et puis il fait 2-6, quoi, mine de rien. Ah, franchement. Mais le match était ultra intéressant. De toute façon, à partir du 3e quart, le match, il est super cool. Merci à Squeak d'avoir perdu le. Coupé 3-4 minutes, à un moment. Il y a 100, 102. C'est Larkin, on voit qu'il fait ça. Après, je vois un gif. Je dis ok, d'accord, c'est super. Vincent, c'est pas du tout. Fabien Causeur, depuis quelques semaines, qui a envoyé en mission défensive. Et puis il a un passage là. Et derrière, après, il met des tirs. Petit tir à 3 points. Mais t'es même pas surpris. Je savais qu'elle allait mettre. T'es pas surpris. Jamais, Fabien. Je le vois apprendre, c'est sûr. J'ai écrit Fabien Causeur, logique. Logique. On sait déjà, il a pas été élu MVP d'un Final Four pour rien. Donc non, franchement, il m'a régalé l'émission défensive. Avoir les cannes de défendre comme ça et derrière de mettre des tirs, ça c'est vraiment la marque des grands. Et aussi, je veux quand même donner un crédit, et on y reviendra après. Aux arbitres? Non, je mens. Non, je mens, mais ça j'ai une question pour toi juste après. Un crédit quand même à Sean Larkin, parce qu'à la fin, il était cramé. Oh, il était mort. Cramé, mais il a quand même la lucidité de trouver Autoroute sur du alley-oop, de trouver des tirs, etc. Toi, t'aimes pas Vincent Poirier, gros. Pourquoi? Tu veux parler de choses qui fâchent. Quoi? Parce qu'il a mis l'imposter? Ah non, c'est Tyreek Jones qui a mis le poster. Tyreek Jones qui a mis le poster. C'était ça là. Mais ça fait. Mais après, il saute. Il défend! Il défend, c'est normal, c'est comme Rudy Ouais, Gobert. mais ça fait 2-3 semaines, il en prend des pleines de fois. Il en prend toutes les semaines! Là, ça Il en prend toutes les semaines, après, il met des contres aussi. C'est vrai. Mais bon, va contrer Tyreek Jones, gros. Quel animal. Va contrer. Bah, d'ailleurs, il est blessé. Hein. C'est niqué l'épaule. T'as pas vu? Ah oui, si, ça, j'ai vu. Si, il est sorti. J'ai vu quand il est tombé. Je sais pas pour combien de temps il en aura, mais en tout cas, il a pas fini le match. Ouais, mais donc. Et donc, du coup. Sur les arbitres, parce que bon, le match très bien, il y a eu victoire du Real, Real qui fait un partout. Les arbitres, est-ce que tu peux m'expliquer, parce que j'avais un débat, c'est quoi cette règle? Ils sont bourrés ou quoi? Il y a eu faute offensive de Danan Moussa, mais on garde le panier et du coup on va tirer et lancer de l'autre côté, et je n'ai rien compris.
Et en plus, ils mettent anti-sportive. Anti-sportive, c'est ça? Ouais. Non, mais je sais pas, parce que tu sais, moi j'avance, quand je regarde les matchs, j'écoute pas les commentaires et tout. Mais c'est vrai qu'il voilà, il va au lay-up, il met le coude dans la gueule de je sais plus qui défend. Je crois que c'est Elijah Bryant. Il met le coude et ils accordent le panier alors qu'il met le coude avant de finir. Donc... Et du coup, j'écoutais les arbitres et j'en discutais avec Pierre aussi derrière. Mais j'écoutais les arbitres, il y en a un autre qui dit pour moi, il n'y a pas faute, il est dans son cylindre. J'ai dit ok, donc lui, il voulait. De toute façon, tu sais pas c'est quoi un cylindre, gros. Chara. Attendez, juste pause. Quoi? Attends, on va. Juste. Si jamais il y a des gens qui commentent. Je mettrai cet extrait aussi sur Instagram, comme ça on fera un sondage. Un mec, il attaque. Imaginons Brad il attaque, moi je suis comme ça. Il voyait pas, bref, je suis comme ça. tu montes au tir. Il y a contact sur le bras, vas-y, fais comme si tu montais au tir. Il y a contact sur le bras. Est-ce que vous considérez que je suis dans mon cylindre ou pas s'il y a un contact? Voilà, on va pas dire qui pense quoi, mais merci de voter. Ok. Voilà. Du coup, je reviens sur. Donc, il y a un arbitre qui dit pour moi, il est dans son cylindre d'Anouza, donc il n'y a pas faute offensive. Je dis ok. Il y a d'autres arbitres qui disent il y a faute, clairement, il y a faute, mais la balle est déjà partie au moment où il fait la faute. Et je mets en replay, je me dis, mais qu'est-ce qu'il raconte? Il est en train de faire son double pas, il a le coude comme ça. Déjà, il regarde le replay, et qu'est-ce qu'il raconte? Et en plus de ça, c'est incohérent possible, parce que le nombre de fautes qui sont sifflés, on en a vu une, je crois que c'est Carson Edwards qui va faire un lay-up, il a lâché la balle et il y a je sais plus c'est qui est par terre, Davis je crois, qui est par terre et du coup il lui met une balayette pendant qu'il est dans les airs, il a lâché la balle, faute sur tir. Donc je comprends pas ce changement de règle, mais ça on en a déjà parlé. L'action de tir c'est on va dire du moment où tu déclenches, où tu as arrêté ton dribble et ça se termine une fois que tu as reposé les pieds au sol, on va dire. Arrêtez de dire oui, la balle, on en avait déjà parlé sur le truc de l'Asvel contre le Bayern et tout. C'est complètement stupide. Et en plus de ça, moi j'ai trouvé l'arbitrage dur. Alors là, sur cette action, non, mais dur sur le Real, parce qu'ils se prennent 2 fautes techniques sur des fautes qui sont inexistantes. Donc déjà, les arbitres font des erreurs. Et en plus, mais même le review et tout, franchement, je vois des trucs, ils vont revoir les situations et ils se trompent quand même. Genre là par exemple... on va en parler, mais l'action là, de Mathias Le Sort et de Brandon Davis, c'est catastrophique quoi, cet arbitrage. Bon bref, Real toujours devant, voilà. Bravo au Barça de les avoir accrochés. Un partout, ils ont fait un partout cette semaine. Tu veux parler de qui là là dans ce cas-là, la transition est toute faite, on va parler du Pana. Allez go. Et donc le Pana, je parlais donc du match contre Vitoria, qui est le deuxième match de la saison, qui gagne sur un lancer franc de Mathias Le Sort. Alors bravo Mathias. Et franchement c'est abusé. Baskonia qui fait un bon match, le Pana qui fait aussi un bon match, c'est serré, ça se tape et tout, on se dit ok on va aller en prolongation. Il y a un tir de Valence, là-bas le tir est raté, il y a bataille au rebond, et puis c'est bataille au rebond Euroleague. Ça veut dire que ça se tape, ça se pousse, etc. Moi c'est ça qui me saoule aussi, c'est que des fois tu vois des écrans en mouvement, gros, si c'est... Alors par contre je veux pas t'arrêter parce que je veux juste dire que là tu parles du match contre Valence. J'ai dit quoi, Vitoria? Oui, excuse-moi. Oui. Valence. Si t'es Costas Antetokounmpo, t'as pas le droit de faire un écran. Par contre, si t'es Walter Tavares, tu peux faire des écrans mobiles. Non, mais ça me rend ouf. Et on l'a vu même sur le match du Real, parce que Campazzo, c'est un joueur que j'adore, mais il floppe beaucoup. Sur des situations d'écran, les mecs ils sont en place, et parce que l'écran il est dur et que le mec il assume pas le contact, et on siffle des fautes offensives. Ça m'a saoulé. Et donc sur cette situation, sur la dernière action, t'as Mathias Le Sort et Brandon Davis qui se chamaillent au rebond, les deux font faute. Si tu appliques le règlement, les deux font faute. T'as Mathias qui se laisse un peu tomber, Brandon Davis qui a le bras qui traîne, faute de lancer, tu donnes le match sur ça. À ce moment-là du match, à moins que le mec il lui fasse une manchette, tu peux pas siffler faute là-dessus. Et derrière, ils vont voir le replay, tous les joueurs de Valence ils veulent regarder le replay, ils disent laissez nanana, et ils disent elle est où la faute, et Chris Jones il était pité. Et franchement... Bon, je vais pas dire Mathias, il aurait dû rater pour être fair play, tu vois, mais je trouve que c'était un super match et j'ai trouvé ça dommage que ça se termine comme ça. Du coup, le Pana qui fait 1-1 aussi, qui aurait pu faire 0-2 parce que peut-être qu'en prolongation ils auraient pas pris. Qui aurait pu faire 2-0 s'ils avaient gagné contre Vitoria, sauf que pour aller sur le match contre Vitoria, je vais pas trop en dire. Je vais rester sur le Pana, mais Monsieur Shima Moneke, voilà, est un très grand monsieur cette saison. Mais en tout cas, pour aller sur... Et McIntyre, non?
Mais on parle du Pana, donc c'est pour ça que j'en dis pas trop. Okay. On parle du Pana, donc Antetokounmpo, encore une fois, moi je trouve exactement ce que j'allais dire. Sa place. Je suis d'accord. Je suis content pour lui. Oui, c'est bien ce qu'il fait. C'est bien ce qu'il fait. Il est dans l'énergie, il donne des secondes chances. Donc non, franchement, ça a été une semaine, ils font un partout. Le Pana, on va dire qu'il... Par contre, le commentateur de Baskonia Pana, il était bourré ou pas? Je sais pas c'est qui. C'était qui? Je sais pas c'était qui, mais c'est un mec qu'on connaît pas trop. Gros, déjà, comment tu confonds Marcus Howard et Cody Miller-McIntyre? Non, Marcus Howard et Chris Choza. Non, je peux comprendre. Mais il l'a dit 8 fois. Non, c'est gros, la vie de ma mère, il a dit Cody Miller-McIntyre. Il a confondu 8 fois. Il a confondu... Encore, Choza, je peux comprendre, tu vois, ils ont le même morphotype et tout. Non, mais vas-y, ça y est, au bout d'un moment. Mais gros, Cody Miller-McIntyre, gros, c'est un dark skin, tu peux pas le confondre avec... Non mais gros, tu peux pas le confondre. Pas toutes les semaines. Voilà. Pas toutes les semaines, gros. Gros, je suis blessé, gros. Je suis sous antibiotiques. Pas toutes les semaines, gros. Il dit, au lieu de dire Antetokounmpo, il dit Agrala Kumpo, Chris Chiesa, Diaz, au lieu de Diaz. Gros frère, fais un effort. Bref. Kendrick Nunn qui fait un gros match sur le premier match, beaucoup moins sur le deuxième. Antetokounmpo, on l'a dit. Vildoza qui fait un énorme match sur le deuxième, MVP pour moi du deuxième match. Contre... Quoi? Contre qui? Bah contre Valence. Ah oui. Il met 17 points je crois, il met des gros tirs et tout. Franchement, il fait... À un moment il a 5 sur 5 à 3 points. Non voilà, il fait un gros match. C'est vrai. C'est plaisir de voir Vildoza. Surtout qu'il n'y avait pas Lucas. C'est ça, j'ai mis un MVP aussi de ce match-là contre Valence. Bah oui, de toute façon, c'est des bons buckets. Clairement lui. Hein. Donc voilà, le Pana qui fait 1-1. Ça aurait pu faire 2-0, ça aurait pu faire 0-2. Oui. C'est vrai que les deux matchs se sont joués à la dernière seconde. C'est une équipe qui a bien remonté, on l'a dit. Ils sont 4ème, 11-8, donc ils sont bien. Donc voilà, continuez. S'ils arrivent à faire top 6, c'est déjà très bien. On peut parler... Vitoria. Allez, on va parler. Allez, let's go. Donc le match contre le Pana. Monsieur Shima Moneke. Pourquoi monsieur? En fait, il fait un début de match où je me dis, il est un peu en difficulté, je trouve. Franchement, ça va être compliqué s'il joue comme ça. C'est comme tu le dis très, très bien depuis quelques semaines. Toi, tu l'as mis dans ton classement MVP. En disant, pour moi, ce qu'il apporte, c'est carrément un nouveau joueur par rapport à ce qu'il a fait l'année dernière quand il était à Monaco et ce qu'il fait maintenant, c'est plus du tout le même joueur. Et c'est vrai qu'on a ce débat-là souvent. Et moi, je suis d'accord avec toi. J'ai le sentiment que c'est vraiment un autre joueur. Mais sur ce début de match, je me dis, il est un peu en difficulté. Bon, on verra bien. C'est rare qu'il commence bien les matchs. C'est vrai. Depuis quelques semaines, il cherche du tir extérieur, il rate, puis après, des fois, il force un peu et tout. Sauf que la deuxième mi-temps, elle lui appartient en fait. Il prend les rebonds, il donne les secondes. Et surtout le quatrième, mais j'y viens, mais il prend des rebonds. Je vois qu'il commence à faire des plays où il sauve des ballons. Il met de la course, il met de la transition. Et dans le quatrième quart-temps, en fait, c'était Michael Jordan. Et dans le quatrième quart-temps, c'est trop comment il est fort. Il met des lancers francs, il met des N1, il prend des rebonds, il lâche des passes. Le dernier tir qu'il met, quand il met le... C'est un step back, si je dis pas de bêtises, dans le corner. Je sais plus. C'est pour égaliser, je crois que c'est pour égaliser. Mais en tout cas, il met 13 points dans le dernier quart-temps. Oh là là, et les tirs qu'il met. Oh là là. Les tirs très importants parce que Baskonia fait pas un gros match. Hein. Non. Ils font énormément de pertes de balles. Le Pana est sérieux. Bon, après, le Pana, quand il y a le remplaçant qui rentre, c'est plus compliqué. C'est là que Victoria fait un run. Et en plus, Howard joue pour le Pana. Donc, donc ça exactement. C'est vrai qu'il fait un match, très moyen. Ouais. Et donc, du coup, à la fin du match, parce que c'est bien beau, Shima Moneke, mais il y a un mec qui aime pas les Grecs apparemment. Jamais. Il les tue à chaque fois, mais c'est terrible. Les mêmes tirs en plus. Les mêmes tirs. Parce que là, il était mieux parce que ça fait une bonne filoche. Mais moi, je savais qu'il allait... En fait, au moment où il y a 73, je vois qu'il va prendre son tir et qu'il va refaire le même tir et il arrive, il prend son tir à 2 points, c'était déjà écrit. Quand Jimmy Miller-McIntyre, elle a dit, bon, vos bêtises là, tout ça, ça y est, Shima Moneke, merci pour les points. Il les a crucifiés. Et quelle la filoche qu'il met. Ah, mais à mi-distance, il est ça. Il est létal. Hein. Non, franchement, il est létal. Shima Moneke, je sors juste les stats 25 points. 25 minutes, 20 points, 4 sur 5 à 2 points, 2 sur 3 à 3 points, 6 sur 7 au lancer, 13 rebonds, 1 passe, 6 fautes provoquées, 34 déballes. En 25 minutes, c'est costaud. Hein. Voilà. C'est pas mal. Hein. C'est pas mal. Est-ce que tu vas faire ça le 20 janvier? Je ne pense pas. Et Marcus Howard qui fait un petit 2 sur 8 à 3 points des familles, 0 déval, Très bon match. 3 pertes de balles.
Un bon match. Catastrophique. Bon, on va pas aller plus loin, mais en tout cas, voilà. Ça, c'était un match super cool. On s'est bien régalé sur ce match-là. Merci Shima, merci Koji. Et donc, contre Vitoria, contre le Barça, on en a déjà parlé. Ils ont perdu. Ils perdent de 4, 89. Ouais, 89-89. C'est ça. Donc voilà, tout à l'heure tu voulais parler un peu du Milan, le Milan qui fait une semaine à un partout aussi. Milan, il faut qu'ils arrêtent de vouloir avoir des noms, il faut qu'ils laissent jouer les mecs qui jouent au basket. Exactement. Shabazz Napier, autant sur le premier match il a été bon, autant sur le deuxième match il est catastrophique. J'ai pas les stats mais je vais les sortir parce qu'il fait vraiment un match de merde, il fait des pertes de balles, il rate des tirs, et heureusement que justement il y a des mecs qui jouent au basket, que ce soit Flaccadori, que ce soit Bortolani, que ce soit Nicolo Melli, Voigtman. Après le match contre le Bayern, je sais pas si tu l'as regardé. Oui, j'ai regardé. Moi, je l'ai regardé. C'était une souffrance. Hein. Ouais, c'était une souffrance. C'était une purge. Hein. Mais tu vois, dans le quatrième quart-temps, ils ont accéléré. Et c'est là qu'ils ont... Oui, ils font l'écart là. Il y a 50-47 à la fin du troisième. Là, on le met un 17 ou je sais plus, 14. Ça finit à 76-62. Ouais, je vais te sortir les stats du coup de notre petit copain. Tu vas en mettre 22 en 6. Ouais, donc juste pour... on a donné les stats 2 sur 10 au tir, 5 turnovers de Shabazz Napier. Il est quand même à plus 12 de plus-minus, on va pas lui enlever ça, parce qu'on parle souvent du plus-minus. Voilà, mais Potres, Bortolani, énorme match. Devon Hall aussi, je suis un ouf. C'est le MVP du match pour moi. Il met 19 points, 4 rebonds, une passe, 21 dévals. Non mais ça y est, on va pas faire comme si le match il était intéressant. Faut dire la vérité. Le Milan-Bayern, il était pas intéressant. Le Bayern, ils ont pas joué. Ils arrivaient pas à jouer. Il y avait rien pour eux. À la fin, Milan, en fait, même le match, il est pas intéressant. À la mi-temps, non pas la mi-temps, en troisième quart, il y a 50-47, comme tu le disais. Oui. Et après, ils leur mettaient à 22 en 6 minutes. Mais même le match, la première mi-temps, elle est pas intéressante. Genre, moi, je m'ennuyais. J'étais là quand regardais. En plus, je regardais ça après avoir regardé le Real. Donc, comment te dire que vraiment, j'avais l'impression de boire de la soupe. Et j'aime pas la soupe. Ok. Bon alors du coup on parle de qui, du Fener vite fait. On va finir en tout cas sur le daily review. Non, parce que c'est le weekly review. Je voulais voir si vous suiviez. Mais non, mais voilà, le Fener, pas le Fener, aussi le Fener, il gagne contre le Maccabi. Pareil, je vais pas m'étendre sur le Maccabi Fener parce que le match, vas-y, il leur a mis plus 30, il n'y a pas de match. Vous savez, je prends des notes parce que je suis un professionnel appliqué. Bien entendu, comment vous dire que j'ai noté 4 phrases, faut pas être bête. Moi aussi, ça se finit par j'ai pas regardé la deuxième mi-temps, le Maccabi s'est fait casser le cul. Voilà, c'est exactement ça. Et moi, ce qui m'agace, si j'ai un petit truc qui m'agace, c'est que Papagiannis c'est trop à l'extérieur en fait. Ça me saoule. Papagiannis c'est trop. Tu trouves ? De quoi ? Il est trop à l'extérieur du terrain, tu veux dire ? Oui. Parce que quand il est sur le terrain, il fait du post-up. Hein. Non mais à l'extérieur il joue pas quoi. Ah oui merci, on est d'accord. Non mais d'accord, parce que je pensais que tu disais il est trop à l'extérieur et tire 3 points. Ah non. Oui non mais bien sûr. Et d'ailleurs sur le Maccabi, c'est le duo Madar-Papagiannis qui fait le taf. Dès qu'il est sur le terrain, il a la balle, il est en bas, il casse des gueules. Et sur les deux matchs. Il fait 2 mètres devant le mec. Il fait 2-20, il a des moves, il a des mains, il peut s'écarter, il est en défense. Donc mettez-le sur le terrain et mettez-le dans la raquette. Enfin, moi ça me saoule, il est toujours dehors. Ça y est, au bout d'un moment. Donc voilà, il n'y a pas eu de match contre le Fener et on l'a dit comme on l'a dit contre le Maccabi, pardon. Et comme on l'a dit tout à l'heure, ils ont perdu contre l'Étoile Rouge. Ouais, première défaite à domicile. C'est ça. Ouais, donc grâce à Jonathan Motley qui veut pas finir les matchs encore une fois, même si sur les matchs contre l'Étoile Rouge, il a été un peu victime de sa réputation. Ok, Maccabi, on va pas en dire grand chose. Encore une fois, je pense que c'est une équipe qui fera peut-être le play-in, peut-être les playoffs. Ils battent Monaco. Hein. Ils battent Monaco. Ouais, mais c'est pareil, c'est une équipe qui est sur courant alternatif. Et à part Josh Nibo, tu vois, cette année, les leaders, ils font pas une saison de ouf. Hein. Tu regardes la saison de Lorenzo Brown l'année dernière, Dwight Baldwin, ils étaient dans les 3 étaient dans les 2 tops. Enfin, ils étaient dans les 3 top scorers de Euroleague. Cette année, c'est pas du tout ça. Et je sais pas si ça m'inquiète. En fait, c'est ça que je suis en train de me dire parce que je crois que c'est Ali Traoré, je sais plus qui disait ça, bref. Et il disait la même chose, il disait les leaders ne font pas forcément des très très bons matchs. Et ils gagnent quand même, parce qu'ils sont quand même à 11-8 dans le wagon. Et c'est assez inquiétant, parce que je me dis, mais si jamais les deux commencent à se réveiller sur la deuxième partie... Ouais, mais ça défend pas. C'est vrai. Ça défend pas assez. C'est vrai. Pour moi, surtout en Euroleague, tu as une grosse défense bien en place, etc. Il suffit qu'ils ont pas... Alors, ils ont des shooters, hein, mais le jour où ils ont pas d'adresse extérieure, c'est foutu. Ouais, mais ils ont des bons joueurs athlétiques, du bon Nicholson, du Josh Nibo. Tu voulais dire un autre mot? Non, pas du tout.
Pas du tout, c'est parce que ça a des pensées bizarres que voilà. Ils ont des bons joueurs athlétiques. Bien sûr, Josh Nibo il fait une saison de fou. Voilà. D'ailleurs, c'est le meilleur joueur de Maccabi. Bonzi Colson, enfin ils ont des mecs, ils ont Tamirblad qui peut envoyer des tirs. Mais voilà, moi j'arrive pas à accrocher avec le Maccabi. On verra bien. Voilà. Ok, on a parlé de tout le monde ou pas? On a parlé de Monaco, le Bayern ils ont fait 0-2. On parle pas de Kaunas parce que ça y est, Bayern, franchement, il n'y a pas. Ils ont fait 0-2. Les Fesses, ils ont perdu aussi 2 fois, mais ils perdent le match contre le Real, malheureusement. Ils perdent le match contre le Real qui était difficile. Et ils perdent l'autre contre, je vais dire tout de suite, Valence. Ouais. Et les 2 matchs étaient difficiles. Et l'adresse de Valence a fait la différence dans le 4e quart-temps. Voilà, écoute. Et Berlin, bon bah. Berlin, ça y est, on va pas en parler. C'est bon? Je pense qu'on a fait le tour. Je sais pas si on a oublié, je pense qu'on a oublié personne. Ok. Et bah écoute, dans ce cas-là, on va passer sur les top et la flop. Yes. C'est parti pour les top et la flop. Ah, mon petit pote, t'as mis quoi comme top? Nouveau son, en feat avec le Tché, allez streamer. Allez streamer le Tché, mais l'invite pas sur tes featuring, merci. Du coup, en top, j'ai mis la réaction d'orgueil du Barça par rapport à la semaine passée. Fais craver, hein. Je fais des tops littéraires. La réaction d'orgueil du Barça. Moi. Non, mais voilà. La réaction d'orgueil du Barça par rapport à la semaine passée. On leur a tapé dessus à juste titre. Ça faisait quelques semaines qu'ils proposaient du basket qui était relativement horrible. Peu de défense. On comprenait pas. Ils étaient sur cours alternatif. Là, ils font 2-0, dont une victoire contre le Real. Donc c'est très bien. Il y a une contre le Vitoria qui a un assez gros client, comme on l'a dit. Donc voilà, c'est mon premier top. Et que tu as aussi, du coup. J'ai aussi. Très bien. Je pense que tu rejoins ça. Ensuite, on est obligé de mettre l'étoile rouge. J'ai mis l'étoile rouge aussi. Voilà, c'est une équipe qui était en galère, qui avait gagné 6 matchs depuis le début de la saison. Donc sur 17 journées, et là qui en gagne 2. Donc c'est plutôt pas mal. Après, comme on l'a dit, je pense pas non plus que ça va se prolonger, mais il faut savoir dire quand les gens performent. Et là, ils ont performé sur le dos de Milos Teodosic, de Joel Bolomboy, surtout, même si les autres ont apporté. Donc voilà, bravo Milos. Bravo Milos. C'est ça. T'es vraiment un vrai joueur. Vraiment. Dommage que je te verrai pas au Final Four. J'ai mis un 3e top, j'ai mis Yann Vezeli dans la continuité du Barça. On va le retrouver dans une autre catégorie, hein, soyez pas bêtes. Donc. Tiens, donc t'as changé ton 5. Pourquoi? Ok, non, on verra tout à l'heure. Bref. Mais il est fou ce mec. Mais donc voilà. Et dans les flops, j'ai mis. Attends, moi j'ai pas fini mes tops. T'as fini, c'est tout. J'ai pas fini. Moi j'ai mis Valence aussi. Parce que Valence. En top en top. Même si ils perdent contre le Pana là, sur une erreur d'arbitrage, moi j'aime bien ce qu'ils proposent défensivement et offensivement. Tu les vois faire, le coach là, Umbro, il propose des trucs, ils font des trappes au demi-terrain, ils vont récupérer des ballons, ils jouent, c'est une des rares équipes qui joue sur du post-up avec Damien Inglis, avec Brandon Davis. La menace peut venir un peu de partout, que ce soit Chris Jones, des fois ça peut être Lopez Arostegui, des fois ça peut être Rovers, des fois... C'est une équipe qui, pareil que le Fener, ce que je disais même un petit peu en dessous, a pas de top joueur Euroleague, mais c'est une équipe qui joue bien ensemble, qui cherche les intérieurs, qui joue très très bien sur le short roll énormément de fois. Soit t'as Brandon Davis, soit t'as Damien Inglis, soit t'as Pradia ou Rivers qui sont dans le short roll, qui arrivent à trouver l'autre intérieur pour monter. Et encore, Boubacar Touré n'a pas joué le deuxième match. Voilà, donc moi je voulais quand même les mettre en avant parce que même s'ils font pas 2-0, pour moi ils ont fait une grosse semaine. Et voilà, c'est une équipe qui est pas hyper bien armée. On va dire par rapport à d'autres, et je pensais qu'il fallait mettre à l'honneur. Voilà. Ok, bon après ils ont fait un partout, mais bon ok. Oui, non mais voilà. Je te rejoins pas. Tu peux faire un partout, comme le Partisan, qui se fait désosser contre l'Étoile Rouge, et tu peux faire un partout où tu perds parce que les arbitres veulent donner lancer France. Oui, mais il n'y a pas de défaite encourageante, t'as perdu au final. Ça c'est toi, c'est ta théorie, moi je suis pas d'accord. Mais pas de défaite encourageante. Alors les flops. Du coup, il y a. Alors, les flops, le top de Zan pour Valence. Non, mais j'ai mis les rotations de Stacha Obradovic. Moi, j'ai mis Monaco et Obradovic. Voilà, donc, et j'ai mis le double visage de Monaco. Voilà, pour moi, ce sont mes 2 flops de la semaine. Guillaume Musso. Apollinaire, c'est mieux. On en a parlé de toute façon. Obradovic, voilà, qui pourquoi Mamjaité ne joue pas? C'est ça. Je suis sûr que Pet Cornelis, il est capable de faire des trucs aussi. Après, voilà, c'est les problèmes de riches. Mais tu vois, tu regardes une équipe comme le Real, ils arrivent à impliquer tout le monde. Oui. À Monaco, ils ont plus de mal. La hiérarchie est bien. Ils ont du Terry Tarpey, ils ont du Ouattara. Tarpey,
Non, mais ce que je veux dire, je te dis pas que c'est lui qui doit jouer, mais ils ont dit Tarped, Ouattara. Vraiment pas. Exactement, mais tu peux. En plus, c'est un mec, on l'a vu. Tarped, c'est un mec international équipe de France. Exactement. Qui était tu l'envoies sur des missions défensives qu'il est capable de faire et il peut mettre des tirs. Enfin, les rotations. Il est au même niveau que Mathieu Strazel. C'est un mec qui a 21 ans, quoi. Donc Mathieu Strazel qui joue pas, alors qu'il parfois pourrait jouer. Là, il est Kobo suspendu, donc je pense qu'il va jouer. J'espère. Et en plus, ils ont pas Jordan Lloyd, tu vois, qui est blessé. Oui, non, mais là, il va jouer, c'est sûr. Mais combien de temps il va jouer, à voir. On est d'accord. Moi, j'ai mis Tony Parker. J'ai mis Tony Parker parce que déjà, dans la vidéo de Romain Molina, il parle de la gestion de l'Asvel qui est un peu douteuse, sachant que ce qui appartient à Fedcom, qui appartient au propriétaire de... Appartiendrait. Pourquoi appartiendrait? T'as été vérifié? C'est ce qui a été dit, mais est-ce que toi, t'as été vérifié? Non, c'est vrai. Appartiendrait, pardon. On n'est pas journaliste, on s'en bat les... Oui, mais c'est pas grave. Appartiendrait au propriétaire de Monaco, qui est donc sponsor de l'Asvel, qui investit donc dans l'Asvel. Conflit d'intérêts, enfin bref, il y a plein d'histoires bizarres avec l'Asvel. Et surtout, moi, ce qui m'a un peu choqué, c'est sa déclaration. En gros, que Podzeko, il a pas aimé ce qu'il faisait, que l'équipe... je sais plus exactement c'était quoi la déclaration. Il a pas relancé les joueurs. Ouais, il a dit j'étais déçu de ce qu'il a proposé. Frère, tu t'attendais à quoi? Après, je suis d'accord avec la déclaration. À part les rotations sur Boris Dalot, Noam Yakov et Mbaye Ndiaye. C'est déjà beaucoup. Mais non, mais attends, l'Asvel a gagné 3 matchs avec lui. sur 15. Ils étaient à 17 défaites d'affilée avec TJ Parker. Il a pas parlé comme ça. Ils ont gagné quoi? Ils ont gagné 3, ils ont pas gagné avec TJ Parker. Ils ont gagné Kaunas. Ils ont gagné Kaunas 2 fois, Alba Berlin. Et je suis désolé. Ils ont été dans le match contre le Real, ils ont été dans le match contre Maccabi, ils ont été dans le match contre Victoria. Oui. Il y a eu des matchs où ils se sont fait désosser aussi, mais avec TJ Parker, ils se faisaient désosser tout le temps. Je suis désolé, moi l'année dernière, je regardais l'Asvel avec Parker Jackson Cartwright, c'était pas la même chose. Même si par ici il a des défauts, etc., c'était pas la même chose. Youssouf Afal l'année dernière, il jouait 15 minutes parce qu'il faisait toujours des fautes, t'avais pas Geoffrey Lauvergne. Alors t'avais Nando De Colo un peu plus, mais c'était tout reposé sur lui. Je trouve que la déclaration de Tony Parker, pour moi, elle est lunaire. Genre. Et c'est un mec qui a été champion NBA 4 fois, MVP des finales et tout, qui connaît le basket. Comme quoi, les bons joueurs font pas toujours les bons dirigeants. Et être aussi rapide, il l'a viré hier, être aussi rapide à le jeter sous le bus, alors que je pense que tout le monde est d'accord pour dire que l'Asvel était meilleur sous Podzeko que sous TJ Parker. Peut-être pas assez bon, mais en fait là t'attends quoi? Tu mets un nouveau coach, qu'est-ce que t'attends? T'es Tony Parker, t'attends quoi? Jouer Final Four. Non mais sérieusement, qu'est-ce que t'attends? Tu vas pas dépasser Kaunas, ils ont 3 victoires d'avance, tu vas te faire taper, et en plus de ça, tu risques de pas avoir un bon jeu. Alors le seul truc que tu peux avoir, peut-être qu'il y a des histoires politiques et humaines, on va dire. Et surtout de vestiaire. Peut-être que tu vas faire jouer un peu plus les joueurs qu'on a cités. Mais j'ai pas l'impression que ça soit une histoire de coach, parce que quand il y avait TJ Parker, ils ont eu Victor Wembanyama, il s'est barré, ils ont eu Mathieu Strazel, il s'est barré, ils ont eu Zachary Rezaché, il s'est barré, et pourtant Rezaché, il avait du temps de jeu l'année dernière en Euroleague, alors qu'il avait genre 19 ans, etc. Donc, à mon avis, Podzeko est pas le seul fautif. À mon avis, il y a un problème. Allez voir la vidéo de Romain Molina encore une fois. Il y a un problème dans les bureaux, dans la gestion de ce club. Et voilà, et même dans la gestion des jeunes. Pourtant, quand tu parles à Tony Parker aujourd'hui, oui, Victor, non, je comprends pas pourquoi il est parti. Nous, on avait un plan pour lui, il allait avoir du temps de jeu, etc. Bah, attends. C'est le meilleur choix de sa vie qu'il soit parti à Levallois avec Vincent Collet. C'est parce que le projet était tourné sur lui, était concentré sur lui. Il a pu. L'Asvel, ils sont derniers d'Euroleague, gros. Mais oui, mais moi je. Tu mets le projet sur qui si tu le mets pas sur Victor Wembanyama? Mais moi je sais, mais c'est toi qui à chaque fois dis l'Asvel, là tu vas voir. Non, mais moi je parle parce que je parle des joueurs. Là, j'inclus pas les joueurs, j'inclus pas le coach, j'incrimine la gestion du club. Je m'en bats les couilles, moi. J'ai jamais dit Tony Parker c'est le meilleur gestionnaire du monde. C'est ce que j'en pense. De toute façon, Tony Parker, très fort joueur de basket. On est d'accord pour dire que le personnage n'est pas non plus quelqu'un de super... Je le connais pas. Non, mais de l'image qui renvoie... Franchement, alors là-dessus, moi, je suis pas d'accord avec ça. Tu vas pas faire d'interview avec nous, gros. Non, mais je m'en bats les couilles de ça. Mais non, c'est pas ça. Parce que quand tu envoies des DM, tu dis pas ça. Je dis quoi? Bah, tu dis que Tony Parker, c'est un... Je sais pas quel terme je peux employer exactement. Vas-y, je t'écoute. Mais il est antipathique, quoi. Alors j'ai jamais dit ça, mais c'est pas très grave. Je dis que pour moi, Chris Paul est devant, mais ça, je peux l'assumer. Mais une blague à part, non, mais ce que je dis en fait, c'est que, en fait, problème de vestiaire, certainement. Pourquoi Podzeko se fait virer aussi rapidement? Il doit y avoir un problème dans le vestiaire pour que peut-être que ça ne passe plus avec certains joueurs. Sûrement. Et donc c'est pour ça. La déclaration de Tony Parker, je suis d'accord avec toi. J'ai du mal à la comprendre parce que oui, ils ont gagné des matchs sous Podzeko, ils en gagnaient pas auparavant. Donc et forcément là, tu t'attends pas à ce que l'Asvel fasse le Final Four. Donc pourquoi tu fais un changement maintenant? Mais si un changement intervient à tel point
là, on est le, je sais plus combien, on est le 7 janvier, c'est que, et qu'il est arrivé il n'y a pas si longtemps que ça, c'est qu'il doit y avoir un problème beaucoup plus profond. Bien sûr, je suis d'accord. Moi, j'ai vu un commentaire, je sais plus si c'était sur Twitter ou sur Instagram, il dit virer Pozzecco au bout d'un mois et demi, c'est comme aller à la salle pendant 10 jours et résilier son abonnement parce que t'as pas de résultat. Oui. Il a pas fait l'équipe. Oh, il a pas fait l'équipe. Je trouve que l'ASVEL joue mieux. Enfin bref, on va pas faire 20 minutes sur Pozzecco, mais je trouve qu'en plus c'est mettre une pression à un coach qui est sa première expérience de coaching qui va arriver. Qu'est-ce que tu vas attendre de lui en fait? Il va se dire, après, je pense qu'ils ont dû lui parler en interne. Oui. Bon, le but, c'est que ça se passe bien aussi humainement. Etc. Je pense que c'est plus ça. Ok, faut que tu gagnes des matchs parce que le mec, il sait très bien qu'il va pas gagner des matchs. Moi, je pense que c'est plus ça. Là, il lui reste Berlin et Kavasai, ils les ont joué 2 fois. Je vois pas qui est-ce qu'ils vont prendre. Hein. Enfin bref, on verra. Et t'as un autre flop? J'ai mis les arbitres. Mais bon, on en a déjà parlé. Les arbitres catastrophiques. Fuck you, les arbitres. Ok, on passe au 5 de la semaine. Let's go! Allez, c'est parti, les 5 de la semaine. Alors, ton 5 de la semaine. Milos Teodosic. Ah, tu vois, moi je l'ai pas mis. Moi je l'ai. Je l'ai pas mis parce que, en fait, j'ai eu beaucoup de mal à faire le 5 de la semaine. Parce que déjà, il y a beaucoup d'équipes qui ont fait 1-1. Bah oui. Dans les équipes qui ont fait 2-0, que ce soit le Barça, enfin, sauf pour un joueur, Bologne, Olympiakos, il n'y a pas de joueurs qui ont surperformé statistiquement parlant. Donc j'ai eu beaucoup de mal. Donc j'ai mis des joueurs qui ont fait 1-1. Mais du coup, tu disais, t'as mis qui? Milos. Ouais, sur le. Autant il y a un match où il est vraiment monstrueux, c'est contre le Partizan. Autant l'autre, il est pas là quoi. Donc moi j'ai mis Daniel Hackett. Donc je disais 12,5 points de moyenne, 50% à 2 points, 62% à 3 points, 3 passes, 3 rebonds, 16 dévals sur la semaine, 2 victoires. Carré. Après en poste 2 j'ai mis Zanan Moussa. Bon je pense que tu l'as mis aussi. T'as pas mis Zanan Moussa? Pas son poste 2. Ah ouais, t'as mis Zanan Moussa. Lui pour le coup il a des bonnes stats sur la semaine, 29,5 points de moyenne. Bon après il fait un match à 40 donc ça aide. 87% à 2 points. Franchement sur les drives c'était abusé. Les doubles pas, les mains gauches le toucher et tout c'était vraiment très très fort. 7 sur 13 à 3 points donc 53%. 29,5 dévals. Bon il a scoré, hein. Il a pas fait grand chose d'autre mais il a scoré. 29,5 points quand tu fais 29,5 dévals, c'est que bon, tu t'es vraiment fait que scorer, mais les pourcentages sont incroyables. Ouais. Et voilà, donc le Real fait 1-1, mais Moussa fait une semaine de fou malade. Donc je me sens obligé de le mettre. C'est qui ton poste 2? Il fait Lumberg. Ah ouais, mais toi t'as mis des joueurs gros. En fait, c'est ça que je disais, c'est que statistiquement parlant, il est pas fou. Hein. Bah non. Après, il fait un gros tir sur le match, mais je crois qu'il fait 11 points. Mais c'est pas que mettre des stats en fait. Parce que si on met toujours que les stats. Ouais, mais quand tu mets. Pour moi, enfin après, c'est ma vie. C'est comme ça que je construis mon truc. Quand je fais le 5 de la semaine, c'est aussi les mecs qui statistiquement ont porté. C'est pas parce que tu mets le game winner. Par exemple, Cody Miller-McIntyre, dans ce cas-là, tu peux le mettre aussi. Oui. Et tu l'as mis? Non. Peut-être. Tu vas le découvrir plus tard. Ouais, tu vas pas le mettre. T'as mis qui en poste 3? T'as mis Zonia, toi? Non, j'ai Zanan Moussa. J'ai Moussa. Moi j'ai mis Jabari Parker. Ouais. Du coup qui fait 2-0, il a 13,5 points, 40% à 2 points, 50% à 3 points, 5,5 rebonds, 4 passes, 1,5 steals, 16 dévals en moyenne sur la semaine. Ok, donc, correct. Pour Efe Lumberg, pourquoi je le mets? Parce que voilà, toi tu es sur le match contre Berlin, il fait 11 points, 3 rebonds, 2 paires de balles, plus 19 de plus-minus. 5 dévals. 5 dévals, c'est le meilleur plus-minus de son équipe. Merci. Contre Berlin, frère. Mais alors? En mode j'ai mis Ozan Kodjademir? Non. T'aurais pu. Voilà. Ils sont tous en positif, gros. Oui, mais alors, il a le meilleur plus-minus de son équipe. Ouais, d'accord. Ça suffit pas. Mais comment ça suffit pas? Et l'autre match, il fait quoi? Bah, c'est là où il met le buzzer. Oui, mais le buzzer, mais d'accord. Mais c'est ce qu'on a dit. Oh c'est pas... Donne-toi la suite de tes bêtises, là. Bah, ton poste 3, c'est Moussa, du coup? Moi, c'est Zanan. Mon poste 4, de toute façon, c'est pas une bêtise, tu pourras pas contester, c'est Alec Peters. Moi, je suis pas d'accord. J'ai pas mis lui. Voilà. Alec Peters, gros, 15 points, 40% au tir, 100% à 3 points, on l'a dit, 7 sur 7 sur la semaine. 5 rebonds, 2,5 passes, 17,5 dévals en moyenne sur la semaine. Ok. T'as mieux? Que Alec Peters? Ouais. Mais dis même pas Toko Schengelia. Hein. Parce que j'ai regardé les stats, j'ai pas regardé Berlin, mais j'ai vu le match contre le Bayern. Et il est pas exceptionnel. D'accord, je suis d'accord avec toi. Du coup, moi, mon poste 4, c'est Alec Peters. Allez. Je mens. Tornike Schengelia, bien sûr, pour sa semaine. Contre Bayern, il fait 18 points. À 4 sur 7 à 2 points. Il déchire un peu à 3 points à 2 sur 7, mais c'est pas un très grand shooter. Il a 5 rebonds. Il fait 23 de déval. Quand même. Contre Berlin? Non, contre Bayern. Merci. Contre le Bayern? Contre Bayern.
Oui, contre Bayern, Torniquet Schengelia. Tu regardes pas les matchs, de toute façon, Voilà. je sais bien. Il fait 23, il fait combien contre le Bayern? Contre Bayern, il fait 12, mais après 23 minutes, 4 sur 4 au lancer franc, 15 déval, plus 7. Il domine sa semaine. Ok, pourquoi pas. Voilà. Pourquoi Un mec qui regarde pas les matchs, et il veut me donner des conseils. Vas-y. Regardez Berlin, Voilà. ça y est, Berlin. Ça, Gabriel Procida. Du coup, poste 5. Gabriel Procida. Alors, poste 5, j'ai Audren. J'avais des shout-outs. Non, je mens, j'avoue, j'ai Yann Deseli. De base, j'avais Mustapha Fall. Voilà. Oui. Calme-toi. Et après, quand t'as parlé avec un mec qui connaît le basket. T'es agité, calme-toi. De base, j'avais Mousfal, c'est vrai, parce que j'avais complètement oublié que Yann Deseli avait détruit. Excusez-moi, c'est ma super montre qui sonne. Qui avait détruit le Real et qui avait détruit. Non, pas les fesses. Vittoria. Donc, Yann Deseli sur mon poste 5. T'as qui, toi? Bah, Yann Deseli. Ok, bien joué. 25 points, 20 sur 29, à 2 points, 70%. Et c'est pas que sur des dunks. Hein. Il tire à 3-4 mètres, là, il loupe pas. 10 sur 11 au lancer, 4 rebonds de moyenne, 28 d'évaluation de moyenne sur la semaine. Bon joueur. Donc, je pense que lui est. Un petit jeune, non? Ah, c'est fou, ouais. franchement. Non, c'est fort. À son âge, quand il joue, quand il a la balle, il est létal. Il est létal, il lit bien les aides, il a une lecture de jeu. William Argonmes va t'asseoir en Suisse parce qu'en plus il défend l'autre, donc je suis désolé, mais voilà, franchement. Ok, alors bon, tu veux pas faire de débat, mais on va juste faire les petites news, entre guillemets. Oui, vas-y. Ce qu'on n'a pas dit, donc on a dit Asvel, Deschamps Thomas. Topic blessé, on l'a dit. Teodosic apparemment blessé au poignet, donc à voir sur les prochains matchs, je pense que c'est en Ligue. Ligue serbe là, qui a dû se faire mal. Et Jokubaitis malade, soi-disant, parce qu'il a pas joué le deuxième match de la semaine. Et apparemment, depuis le trade, moi ce que j'ai vu un peu sur Twitter, depuis le trade de Emmanuel Quickley à Toronto, bah, les Knicks chercheraient un deuxième meneur. Et ils ont les droits sur Jokubaitis. Et ça m'a fait rire parce que. Ils sont sérieux, tu me dis. Non, mais gros, ça m'a fait rire parce que je voyais des mecs. Tu sais, des quinrés et tout, et ils disaient ouais, Jokubaitis, il est intéressant, il a été Rising Star, nanana et ça. Et il y avait des mecs qui disaient mais est-ce que tu le regardes jouer cette saison ou au championnat du monde et tout? Et genre, il dit il est pas prêt, genre. Et je pense que après, peut-être que le jeu NBA lui conviendra mieux, ce qui m'étonnerait quand même, parce que bah on l'a déjà dit, bref, on va pas le redire. Mais ce serait étonnant qu'un joueur qui fait une saison comme ça se retrouve à aller en NBA. Ou alors c'est vraiment les circonstances. En plus, New York, depuis le trade, ça marche bien. Hein. S'il arrive en NBA et qu'en plus il performe, je vais rigoler très fort. Tant mieux pour lui. Tant mieux pour lui, hein. Ce serait vraiment étonnant. Là, il peut pas mettre de tir. Quand tu vois les rôles qui ont été donnés à Campazzo, à Mitsic ou à Vezenkov cette saison, et surtout qu'il va pas remplacer Emmanuel Quickley. Hein. Quickley il est capable de mettre des tirs, de driver, de créer, de mettre des flotteurs. Au Barça, le Barça fait premier. La tête de homme. Donc, à bout d'un moment, bon, bref. Donc voilà, c'était les petites news parce que bah moi je me suis dit Louis Jokubaitis il m'a manqué, tu vois. Non, il a pas manqué. D'ailleurs, il a pas manqué. Hein. Jokubaitis joue pas. Pour ça 2-0. Il gagne. Voilà. Non, mais très autre chose à dire? Non, c'était une grosse semaine avec 2 journées. Il y en a encore une autre la semaine prochaine. On est fatigué, on a du travail. Donc, il n'y aura pas d'émission la semaine prochaine. Je mens, bien entendu. Il y aura on fera en visio au pire. Soyez pas bêtes, il y aura une émission. Si je me fais pas mordre par mon chien, encore une fois. Ah, mais non, il n'y aura pas d'émission la semaine prochaine parce que je ne suis pas là. C'est pas une blague, je viens d'y penser. Ah, t'es où? Je vais dans le sud. Tu vois, on va faire en visio, gros. Ça y est, on est le seul à faire face caméra. Ils sont tous en visio, à faire des trucs. C'est bon, on peut faire une fois en visio. Non, on verra, on en parlera par rapport à notre entreprise. Bon, sur ces bonnes paroles de mytho, à la semaine prochaine. Si c'est pas la semaine prochaine, on se voit dans 2 semaines et dans 2 semaines, il y a les duels. Ça va péter. J'ai un peu mal à la main gauche, je me suis fait mordre. Ça va péter. Soyez prêts. Bradley, soit il prend 4 tirs, soit il est à moins de 20% au tir. Je vous annonce. On vous sortira les stats. Je préfère être à moins de 20% au tir, c'est-à-dire que j'en ai pris beaucoup. Bon allez, bisous tout le monde, à la semaine prochaine. Bah banks.